Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je pense que vous étiez tous là la semaine dernière, mais au cas où, je redis rapidement. Donc, je m'appelle Laure Cheba-Malissay, je suis responsable des études à Sciences Po Lyon, mais par ailleurs, je suis docteur en sciences politiques et j'ai fait ma thèse sur les politiques d'immigration. Donc, la semaine dernière, nous avions parlé de l'asile et des politiques d'asile. Donc aujourd'hui, le thème est sont plutôt les enjeux de l'immigration, enjeux sociaux, économiques et politiques. Donc, on va faire un peu comme la semaine dernière, c'est-à-dire je vais essayer de me contenir entre 1 heure et 1 heure et quart, et ensuite on échangera avec vous sur des questions. Alors, du coup, la perspective dans laquelle je vais me placer pour cette prise de parole de ce soir, ça sera une perspective qui ne sera pas seulement franco-française, puisque les enjeux migratoires ne concernent pas seulement la France, ni même l'Europe, mais je vais essayer d'avoir une perspective qui sorte aussi un petit peu du débat franco-français, même si je reviendrai sur les exemples beaucoup sur la question française. Donc déjà, juste une petite définition de ce qu'on entendra par immigré. Donc, immigré, c'est, si on prend la définition telle qu'on l'a adoptée au niveau national, c'est pour parler donc d'une personne qui est née étrangère, à l'étranger, et qui réside, donc pour ce qui est de la France, qui réside en France. Donc, né étranger, à l'étranger et résident en France. Donc c'est quelqu'un qui a bougé entre l'endroit où il est né et l'endroit où il est arrivé, et il n'est pas né français, parce qu'il y a des Français qui naissent à l'étranger. Donc il y a ces deux éléments, hein, le fait d'avoir bougé, le fait d'être né étranger à l'étranger. Donc on va le voir, hein, notamment, j'ai vu que la semaine dernière il y avait beaucoup de questions sur les chiffres, alors j'ai essayé d'amener aussi des éléments chiffrés, que c'est très compliqué d'avoir des chiffres sur les questions d'immigration, parce que tantôt on a des informations sur le nombre d'étrangers, donc les étrangers sont les gens qui ont la nationalité étrangère, tantôt on a des chiffres à peu près quantifiables sur les immigrés, donc cette catégorie que je viens de définir, tantôt immigré prend une acception beaucoup plus large, alors du coup on ne sait plus bien ce qu'on mesure, et d'ailleurs du coup on n'a pas des chiffres très précis. Donc tous ces éléments-là, je vais essayer à chaque fois de les cadrer à peu près. Alors en guise d'introduction, hein, je vais simplement rappeler que le taux de migration mondiale, parce qu'en fait, à l'échelle planétaire, eh bien, on est donc une planète qui connaît des mouvements migratoires. Selon les chiffres de l'ONU, on est à peu près à 3% de populations qui vivent en dehors du pays dont ils ont la nationalité. Là, on va parler de taux d'étrangers, hein, de gens qui en fait se sont déplacés pour aller habiter dans un autre pays. Donc 3% de la population mondiale. Donc ça permet de relativiser aussi par rapport aux idées qu'on peut se faire des questions migratoires. Alors c'est un chiffre qui a progressé, parce que d'abord la population mondiale a augmenté, mais en termes de rapport, il y a 40 ans, on était à 2% de la population mondiale. Donc on est passé à 3%. Alors, si on s'en tient à la France, la part de la population donc étrangère, donc personnes qui ont une nationalité autre que la nationalité française, et qui résident en France. Évidemment, dans ce chiffre-là, on ne va pas prendre en compte les touristes, qui sont l'essentiel des étrangers. Si on faisait des statistiques à l'instant T, les principaux étrangers qui sont présents en France sont des touristes. Et donc, ils vont repartir. Donc, si on prend les étrangers résidant en France, on est à 5,8% à peu près de la population. Donc il y a un chiffre qui a baissé par rapport aux années 60 où on était autour de 7%, mais qui est stable, si vous voulez, sur tout le dernier siècle, autour de 7, 6, 5,5% de la population. Alors, toujours selon l'INSEE, si cette fois-ci on prend le nombre d'immigrés, et donc selon la définition que je vous ai définie tout à l'heure, en France, le nombre d'immigrés, donc de personnes qui ne sont pas nées en France et qui sont nées étrangères à l'étranger et qui résident en France, résider aussi, ça renvoie aux droits des étrangers, ça veut dire des gens qui ont un titre de séjour. Évidemment, par définition, les sans-papiers, on a du mal à les compter. Donc on est à 8,2% de la population qui a immigré. Alors on peut être immigré de nationalité française, puisqu'on a pu obtenir la nationalité française par naturalisation, par décret, enfin il y a différentes
il y a différents moyens ou en tout cas procédures pour obtenir la nationalité française. Et toujours selon l'INSEE, si on prend la première génération, donc de gens qui n'ont pas migré, hein, pour le coup, qui sont nés de la première génération de ces immigrés, la part dans la population française, c'est 11%. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir, alors le Point a fait un dossier sur l'immigration la semaine dernière, et il montrait notamment les écarts entre les perceptions et la réalité. Donc, on est à ces 11%-là, selon les chiffres de l'INSEE. Si on interroge, et il y a eu en fait une enquête qui a été faite dans plusieurs pays, hein, pas seulement, c'est pas le Point qui l'a faite, eux ils font que la relater, qui a été faite par un groupe d'intérêt, hein, enfin on va dire pour parler des groupes de lobbyistes, qui est très actif, qui s'appelle le German Marshall Fund, qui est un fonds américain, qui a fait une enquête donc dans plusieurs pays dans lesquels ils sont présents. Et donc, en France, on estime, enfin si on interroge les gens, plus de 25% des... Enfin, pardon. Pour la majorité des personnes interrogées, ils estiment qu'on est à 25% d'immigrés. C'est-à-dire entre la réalité des 11% et la perception, vous voyez qu'il y a un très grand écart, hein, on est pratiquement plus du double. Alors, du coup... Remettons 2-3 petites choses en contexte. Donc on ne va pas reparler des réfugiés et de l'asile, hein, puisque j'en ai parlé la semaine dernière, mais plutôt de l'immigration dans son ensemble. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les grandes migrations contemporaines sont indissociables d'un contexte politique et économique, que l'on soit en Europe, en Asie, dans les Amériques, en Afrique. Donc partout, hein, les mouvements migratoires obéissent à des impératifs politiques et économiques, parfois les deux pouvant être liés. Les immigrations, alors on pourrait dire que finalement le peuplement de la Terre, hein, si on remontait à la préhistoire, il est fait de migration, sinon tout le monde serait resté à l'endroit où finalement on s'est constitué et sédentarisé. Mais si on prend l'immigration moderne, on va dire qu'elle remonte au 19e siècle avec la révolution industrielle et notamment pour ce qui est de l'Europe, du coup les révolutions industrielles qui ont lieu en Angleterre, en France et en Allemagne. Alors, la révolution industrielle a appelé des besoins de main-d'œuvre dans des pays qui connaissaient des situations démographiques différentes. Si on prend le cas de la France particulièrement, la France était un pays très rural. Et l'industrialisation devait s'accompagner de recours à une main-d'œuvre étrangère parce que la main-d'œuvre nationale ne suffisait pas, puisqu'elle ne souhaitait pas quitter la terre et qu'on était vraiment dans une France ancrée dans son territoire et dans sa ruralité. Alors, il y a eu deux solutions. Soit on a implanté les usines à la campagne pour pouvoir avoir une main-d'œuvre qui, du coup, travaillait aussi bien dans les champs que dans les usines au XIXe siècle. Soit on a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère ou de la main-d'œuvre coloniale. Ça n'a pas été le même cas, par exemple, en Angleterre, où, du coup, l'exode rural a été beaucoup plus rapide et la révolution industrielle a été en avance par rapport à la situation française. Alors, en tout cas, ce qu'on remarque sur la longue durée, si on prend donc à partir du 19e siècle, c'est que toutes les immigrations ont été perçues comme temporaire à un moment donné, c'est-à-dire quand les gens venaient, il y avait toujours dans l'idée qu'ils allaient repartir, à la fois chez les populations migrantes, hein, qui venaient pour sortir d'une situation économique difficile avec l'idée de retourner après, et puis des pouvoirs publics, ou en tout cas des pouvoirs économiques qui pensaient aussi que ces populations-là repartiraient. Et à chaque fois, on a assisté à des sédentarisations. Donc il n'y a rien de nouveau et du coup c'est assez étonnant de voir qu'en 1974, et après donc, la décision en France de fermer les frontières à l'immigration de salariés, eh bien les pouvoirs publics sont tombés des nues de se dire mais cette population qu'on pensait provisoire s'installe durablement. Donc il y a toujours un peu cette espèce de surprise de la sédentarisation, alors qu'en fait, ça a été un phénomène qui s'est répété avec toutes les vagues d'immigration. Alors, autre facteur de migration, les conflits.
qui sont en général générateurs de difficultés économiques et ou de persécutions. Et là, je renvoie à ce que j'ai dit sur l'asile. Mais avant même la mise en place de politiques d'asile, quand les Irlandais partent en masse aux États-Unis, c'est à la fois parce que la situation politique est difficile et la situation économique est très compliquée également, du fait notamment de la maladie sur la pomme de terre. Donc il y a des phénomènes qui vont accélérer des exodes massifs. Les Arméniens, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, vont également migrer pour des raisons de conflit. Et on peut reprendre à l'échelle plus planétaire la situation par exemple de la Jordanie aujourd'hui, qui accueille des réfugiés palestiniens, des réfugiés irakiens, des réfugiés syriens, donc des pays aussi qui se retrouvent en prise directe des conflits de leurs voisins. On retrouve également ces phénomènes avec les populations originaires du Caucase, alors région quand même très compliquée, et que l'on méconnaît beaucoup en France, parce que ce n'est pas une région avec laquelle on a une histoire partagée, et du coup on a une très mauvaise lecture de ces territoires. Toujours lié à ces éléments politiques, les migrations ont été aussi le fruit des colonisations. Alors, en France, ça a été particulièrement vrai dans les années 60 avec l'immigration algérienne, dont je rappelle qui a été favorisée parce que, au départ, il s'agissait justement d'une immigration de l'intérieur. Alors, petite parenthèse, quand en 1945, la France va décider de se doter d'une politique d'immigration, en se dotant notamment de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour régir l'entrée et le séjour des étrangers, et puis d'un appareil administratif également pour maîtriser les migrations en France, eh bien, ces dispositifs vont être contournés par les acteurs économiques qui ont besoin de main-d'œuvre et qui, alors, soit vont aller recruter des étrangers en passant outre toutes les réglementations posées par le cadre législatif, soit en recourant à la main-d'œuvre coloniale qui avait l'avantage de ne pas être étrangère, sans être complètement française non plus, notamment sur le plan du droit, puisque les Algériens étaient sujets de la France et non citoyens français. Donc du coup, on va faire appel à la main-d'œuvre coloniale pour contourner en fait la loi et les cadres qui ont commencé à être posés en 1945. Alors la chose va se tendre quand l'Algérie va accéder à l'indépendance en 1962, et les accords d'Évian prévoient à ce moment-là des possibilités à la fois pour les Français d'Algérie de rester en Algérie, pour les Algériens de rester en France, et une libre circulation des deux côtés de la Méditerranée. Chose qui va devenir très compliquée à gérer, puisqu'en définitive, ce sont 1 million de Français d'Algérie qui regagnent la métropole, ou gagnent la métropole, parce que certains ne la connaissaient pas, alors que des Algériens vont suivre le mouvement, puisque les accords d'Évian leur permet cette possibilité de venir en métropole. Et du coup, la France va décider de fermer ou de contrôler drastiquement en imposant des politiques de quotas l'émigration des Algériens entre 1962 et 1968, date à laquelle vont être adoptés les accords franco-algériens qui vont prévoir un cadre législatif particulier pour les Algériens. Alors j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui encore, les Algériens sont régis à part en matière de droit des étrangers. Donc l'ensemble des étrangers sont régis par le Code sur l'entrée et le séjour des étrangers et du droit d'asile, donc le CESEDA que j'avais évoqué la dernière fois, mais les Algériens sont pour partie encore gérés par les accords franco-algériens. Alors pour vous donner juste une petite idée, ces accords ont été modifiés la dernière fois en 2002, enfin la ratification a eu lieu en 2002, ça veut dire qu'ils sont à l'heure, pour faire court, de la loi Chevènement, puisqu'ils se sont alignés sur la loi qu'avait portée Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, en 1998, et que depuis, il n'y a pas eu de réforme des accords franco-algériens, et que donc aujourd'hui, quelque part, il vaut mieux être algérien sur plein de points en matière de droit des étrangers que n'importe quel autre étranger en France. Alors qu'en 1968, il valait mieux être de n'importe quelle autre nationalité que algérien. Alors tout n'est pas régi par les accords franco-algériens, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas prévu dans les accords franco-algériens relève du droit commun, donc du CESEDA,
Par contre, dès que les points sont prévus dans les accords franco-algériens, ce sont eux qui priment. Bon, s'il y a des questions, je pourrais détailler, mais on ne va pas détailler précisément ces accords. Mais bon, cette question du rapport entre colonisation et immigration n'est pas propre à la France. Hein. Vous avez en Angleterre d'importantes communautés pakistanaises, indiennes. Si vous allez aux Pays-Bas, il y a des Antillais. Donc chaque pays a aussi son histoire coloniale qui lui est propre et du coup des populations qui sont venues des pays anciennement colonisés. Autre aspect qui caractérise tous les mouvements migratoires à l'échelle, ou largement les mouvements migratoires, c'est que très souvent, sauf quand on fait appel à des compétences spécifiques, les main-d'œuvre étrangères sont souvent peu chères et on pourrait dire corvéables à merci. Quand on lit, par exemple, le récit quasiment autobiographique de Pierre Milza qui s'appelle « Voyage en Ritalie », où il raconte son enfance de Rital, et quand on lit Gérard Noiriel, donc le Creuset français, on voit par exemple très bien la situation des Italiens à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc une population qui était souvent moins payée que la population française sur les mêmes emplois, qui était logée dans des conditions assez catastrophiques, avec là aussi des marchands de sommeil comme on peut retrouver aujourd'hui, mais qui prenaient d'autres formes. Et du coup, un très fort rejet aussi de ces populations qui ont été considérées comme criminogènes, inassimilables à la nation française, etc. Même si aujourd'hui, on va en faire pratiquement l'exemple d'immigration qui se sont parfaitement assimilées ou parfaitement intégrées. Je vous donne juste une petite illustration. Quand Sadi Carnot est assassiné à Lyon, on va ensuite exécuter son assassin et on va le trépaner pour chercher si dans son cerveau il y a une bosse du crime ou en tout cas des zones du cerveau qui expliqueraient que les Italiens soient si portés sur la violence, le couteau et l'assassinat, avec vraiment une image qui va coller sur le dos des Italiens jusque dans les années 60. Si je prends simplement aussi les entretiens que j'avais faits pour ma thèse, le quartier du Tonkin à Villeurbanne était considéré comme un lieu quasiment infréquentable jusqu'à la fin des années 60 parce que quartier italien, du coup réputé comme dangereux, où on se battait au couteau, où il fallait pas pénétrer à partir de telle ou telle heure. Donc chose qu'on a vite oubliée et sur lesquelles aujourd'hui on refabrique une sorte de mythe de l'acceptation et de l'assimilation facile. Cette main-d'œuvre corvéable à merci, on va la retrouver dans d'autres pays. Si vous voyez aujourd'hui comment fonctionne l'économie des pays du Golfe, elle fonctionne sur une main-d'œuvre originaire principalement d'Asie, donc de Pakistan, d'Indonésie, des Philippines, du Bangladesh, qui vient quasiment faire tourner l'ensemble de l'économie de ces pays. Sur des petits pays comme le Qatar, elle représente jusqu'à 80% de la population active, avec un droit au séjour. Alors là, pour le coup, qui n'est pas vraiment un droit au séjour, on est dans une forme d'esclavage moderne, avec confiscation des passeports. Les personnes sont véritablement assignées à résidence dans des conditions de travail qui sont quand même, pour le coup, souvent catastrophiques. Donc avec des populations qui parfois occupent l'ensemble d'un secteur d'activité. En Arabie Saoudite, beaucoup de ces personnes originaires d'Asie occupent des fonctions de chauffeur de taxi, chauffeur tout court, puisque notamment les femmes n'ayant pas le droit de conduire sont eux qui conduisent des véhicules collectifs. On les retrouve dans l'industrie du pétrole, on les retrouve dans les emplois de maison. Donc là, il y a une forte immigration féminine, notamment. Même si à l'échelle planétaire, l'immigration est souvent le fait d'abord des hommes, mais avec un rééquilibrage au fil du temps entre la part des hommes et la part des femmes. Voilà, sans parler, bien évidemment, et je finirai là-dessus, sur la main-d'œuvre corvéable que constitue une catégorie particulière des migrants, à savoir les sans-papiers. Alors, tout de suite, je dirais un mot sur les sans-papiers. Un sans-papier n'est pas une catégorie en soi, il n'y a pas une figure type du sans-papier. Ça ne correspond pas à un profil type, et de manière un peu provocatrice, je dirais c'est la loi qui fabrique le sans-papier.
s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de titre de séjour, il n'y a pas de sans-papiers. Donc ce ne sont pas des gens qui préexistent en soi. Donc on peut être sans-papier à une époque donnée parce que la loi est ainsi, et quelques temps plus tard ne plus l'être parce que la loi a changé, et vice-versa. On peut être quelqu'un qui aurait eu des papiers et puis qui n'en aurait plus si la loi a bougé. Donc vraiment, le sans-papier, c'est une catégorie fabriquée en fait par la législation. Alors en Europe, tout le pan de plein de secteurs d'activité dépend de cette main-d'œuvre sans droit au séjour, donc on va les appeler comme ça plutôt que sans papier en tant que tel. Alors c'est le cas notamment avec des scandales répétés et dénoncés en Italie, dans l'agriculture, avec le triangle de la tomate, par exemple. C'est comme ça qu'il s'est appelé, parce qu'il y a des migrants qui ont disparu, corps et âme, dans cet endroit-là, donc un peu comme le triangle des Bermudes, avec des enquêtes, notamment un journaliste qui a mené plusieurs enquêtes sur les sans-papiers et qui s'est fait passer pour un sans-papier et qui a dû fuir à un moment où il s'est senti très menacé. Il y a eu des Polonais qui avaient disparu dans les années, au début des années 2000, avant l'entrée de la Pologne dans l'Union. Vous avez également en Espagne des sans-papiers qui travaillent dans l'agriculture, en France dans le BTP. Je me souviens encore d'un reportage au moment de la demande d'asile algérienne, justement, qui avait été fait dans la banlieue parisienne, donc c'était à Bobigny, plus précisément, où le commissariat de Bobigny était en travaux, donc il refaisait entièrement le commissariat central de Bobigny, et en fait ne travaillaient sur le chantier pratiquement que des travailleurs algériens sans papier, donc pour fabriquer avec les policiers à côté, puisqu'ils étaient dans des Algeco. Alors à force de jeux de sous-traitance, officiellement c'était je ne sais plus quelle grande entreprise qui avait décroché le marché, qui sous-traitait, et à la fin, du coup on avait des gens... Donc le BTP, le textile aussi, avec là un chantage dans ce secteur-là, souvent si vous contrôlez trop, on délocalise. Donc il y a du coup quand même des secteurs entiers d'activités qui fonctionnent et pour lesquelles on ferme les yeux aussi du point de vue des autorités. Il est assez étrange de voir que les descentes, par exemple, dans le quartier du Sentier à Paris, n'aboutissent que rarement à des arrestations, parce que bizarrement, les ateliers s'arrêtent de fonctionner le jour où la police descend. Donc, il y a comme ça des choses qui peuvent nous interpeller. Alors, tous ces éléments réunis, ce qui a changé dans les mouvements migratoires aujourd'hui, c'est tout d'abord qu'il y a une massification des modes de transport, donc ce qui a permis aussi à des gens d'aller plus loin qu'avant, même si globalement les migrants restent toujours assez près des endroits d'où ils sont originaires. On a également l'amplification de ce qui se passe ailleurs, et ça aussi ça fait caisse de résonance. Donc ça donne à voir ce qu'il y a ailleurs, et ça donne parfois envie aussi d'aller, même si j'imagine qu'aujourd'hui, un jeune Malien qui regarderait les informations au journal télévisé de France 2, pour parler de France 2, n'aurait pas spécialement une idée hyper réjouissante de ce qui se passe en France. Mais au demeurant, par rapport à ce qu'il vit lui, il y a toujours l'idée que quand même c'est mieux que ce qu'on peut vivre. Une amplification également des conflits ou des catastrophes, donc tout ça s'accélère et donne aux mouvements migratoires plus d'ampleur et parfois les font accélérer également. Alors, évidemment, l'immigration, elle se nourrit de la fracture assez classique entre le nord et le sud. Alors, pour faire court, même si des fois c'est pas aussi géographique que ça, mais n'oublions pas qu'il y a des fractures un peu moins évidentes, des fractures et des disparités internes. Il y a par exemple énormément de mouvements migratoires en Chine continentale, donc de provinces chinoises vers d'autres provinces chinoises, et on est vraiment dans des mouvements migratoires puisque les Chinois n'ont pas la liberté de circuler entre les différentes provinces de Chine, et que du coup, venir s'installer à Pékin suppose des autorisations, suppose de passer par des procédures, et que du coup, les migrations internes en Chine sont quelque chose qui relève quasiment du changement de pays pour les populations qui le font. Et s'exonérer de ces procédures, c'est devenir un clandestin dans son propre pays avec la nationalité du pays. Donc,
C'est le cas également en Russie avec des mouvements migratoires, notamment entre les provinces russes du Caucase vers Moscou, là aussi avec de fortes xénophobies pour ce qui relève notamment des immigrations en provenance de Tchétchénie vers Moscou et là aussi on est toujours l'oriental de quelqu'un hein, et donc à Moscou et dans les grandes villes russes il y a un fort rejet de ces populations originaires du Caucase. L'Inde aussi, qui est un pays continent, a des migrations internes où les gens vont changer de région, où on change de langue aussi. Pour la Chine, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que non seulement on est dans des procédures, mais en même temps on ne parle pas le même chinois d'une province à l'autre de la Chine. Et donc la migration s'accompagne de difficultés linguistiques, d'insertion, de modes de vie différents, voire de religions différentes, puisqu'il y a aussi une forte mosaïque, mais on se place à l'échelle du milliard hein, donc de population, donc il faut avoir ça en tête. Un pays comme Israël est constitué par l'immigration, donc c'est un pays qui connaît des migrations en provenance du monde entier, avec le problème particulier que constituent également les territoires palestiniens et du coup la gestion de ces migrations internes. Alors aujourd'hui, les Palestiniens n'ont plus beaucoup de mobilité vers Israël, mais pendant très longtemps, les Palestiniens étaient la main-d'œuvre clé de l'agriculture israélienne. On a également donc des migrations à l'échelle continentale, par exemple les ressortissants du Bangladesh qui vont travailler en Inde. Donc on a aussi des populations qui se déplacent d'un pays à l'échelle du continent et pas simplement des pays dits du tiers-monde vers l'Europe ou les pays occidentaux. Et puis toute la difficulté des frontières artificielles. Alors c'est vrai que quand je montre à mes étudiants les frontières du monde arabe, parce que c'est sur ça que j'enseigne plus particulièrement, c'est assez amusant de voir comment elles sont tracées, mais alors si on descend sur l'ensemble de l'Afrique, on voit que les Européens étaient quand même très doués avec une règle, donc on a fait quand même des frontières très carrées, et là où les populations avaient l'habitude de transhumer ou de partager un espace civilisationnel, territorial, sur des lignes qui seraient soit plus verticales, soit plus horizontales, les frontières coupent tout ça. Et après, on a créé du coup des pays multiconfessionnels, multiculturels, multilinguistiques, multicommunautaires, ce qui explique une partie des conflits que l'on peut voir encore aujourd'hui en Afrique, du fait de ces divisions aussi par ce tracé de frontières. Donc on a des frontières quelque peu artificielles et du coup des populations qui continuent à ne pas vouloir reconnaître nécessairement ces frontières et qui passent de l'un à l'autre ou en fonction des conflits vont rejoindre la communauté linguistique à laquelle ils se rattachent et qui se trouve être dans un autre pays. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3% de la population mondiale, ça fait 191 millions de personnes. Donc ça, c'était les chiffres de 2008. Donc ils se sont, ils ont forcément progressé, mais on n'a pas des études de ce type-là chaque année. Donc voilà. Alors, sur ces 191 millions de migrants, donc de personnes qui ne vivent pas dans le pays dont ils ont la nationalité, 115 millions, donc soit à peu près 60%, vivent dans les pays développés, et 75% de ces migrants vivent dans les pays en développement. Sachant que dans les 115 millions qui vivent dans les pays développés, il y a une part importante de ressortissants de pays développés qui migrent vers des pays développés. C'est-à-dire que ces 115 millions ne sont pas que constitués de personnes venant de pays peu développés vers des pays développés. En fait, on s'aperçoit que seulement 37% des migrations dans le monde ont lieu d'un pays en développement vers un pays développé. Les autres, donc à peu près 60% des migrations, ont lieu entre des pays de même niveau de développement. Donc soit vers développé, ou peu développé, vers peu développé. Alors, ce qui va expliquer par exemple que le pays en Europe qui a le plus fort taux d'étrangers sur son territoire, c'est le Luxembourg. Mais le Luxembourg, c'est pas n'importe quel étranger qui va au Luxembourg. Et notamment, une des plus grosses communautés vivant au Luxembourg sont des Français. Et pas que pour les raisons que l'on imagine, et notamment fiscales, donc ce sont aussi des raisons économiques.
Donc on a des pays qui sont comme ça très fortement à proportion d'étrangers, mais c'est pas forcément ceux auxquels on pense parce qu'on se considère pas toujours étranger. Alors petite parenthèse amusante, Abdelatif Chawit et Azouz Begag. Alors Abdelatif Chawit, c'est le rédacteur en chef de la revue Écart d'identité qui est basée à Grenoble et qui est liée à l'association ADAT à Grenoble. Et Azouz Begag, vous en avez peut-être entendu parler, il a été ministre à un moment donné, et sinon il était auteur notamment du Gaune du Shabbat, avait commis un petit livre qui s'appelait Écart d'identité, justement. Et à un moment donné, ça commence par des définitions, et ça commence par celle-ci. Un expatrié et un immigré, c'est pas pareil, en fait. L'immigré, c'est forcément quelqu'un qui a un niveau économique assez faible. L'expatrié, c'est le français qui va s'installer à l'étranger. Il n'est plus du tout immigré. L'américain venant s'installer en France n'est pas non plus un immigré, c'est un expatrié, même s'il peut rester très longtemps. Alors que normalement, derrière l'idée d'expatrié, il y avait l'idée que c'était provisoire. Mais comme derrière l'immigré, il y avait aussi l'idée que c'était provisoire, on voit bien qu'on joue sur les mots et qu'il y a des représentations. Dans le Larousse des années 80, immigré, c'était un habitant d'un pays du Sud venant travailler dans un pays du Nord. Comme ça, au moins, on voyait à peu près de quoi on parlait. Donc, c'est vrai que là, on sort de la définition générale, mais pour aller vers les représentations de ce que ça véhicule être immigré. Bon, alors 34% des migrants sont en Europe, 23% en Amérique du Nord, 28% en Asie, 9% en Afrique et 4% en Amérique latine, si on se rapporte toujours aux chiffres de l'ONU. Alors ensuite, si c'est par pays, le pays le plus important en termes d'accueil de population étrangère, ce sont les États-Unis. La semaine dernière, je vous disais qu'au titre de l'immigration familiale, en France, on était à peu près à 100 000. Si on rajoute les autres formes d'immigration par le travail, etc., même si c'est au compte-gouttes, mais en tant qu'artisan, commerçant notamment, on arrive à 140 000 pour les chiffres de 2012. Aux États-Unis, on est au million pour la même période. Donc en 2012, alors que la France accueille 140 000 nouveaux étrangers, à qui on donne un titre de séjour, j'entends. Les États-Unis ont accordé 1 million de titres de séjour. Donc évidemment, c'est pas non plus la même échelle, c'est pas la même population globale, etc. Mais en pourcentage, les États-Unis se situent donc à peu près 13-14% d'étrangers. Donc on est quand même pratiquement au double de la France. Alors en même temps, c'est aussi l'histoire des États-Unis. C'est un pays particulièrement constitutif de l'immigration. Il s'est constitué avec l'immigration, dans une période plus récente que d'autres. Voilà, alors à l'échelle toujours mondiale, aujourd'hui l'immigration, on est à peu près 48% de femmes, donc les migrants sont à 48% de femmes, et pour le reste, eh bien, ce sont donc les hommes. Donc ce qui a été une évolution lente au cours de la période, alors qu'on a eu pendant très longtemps une très forte domination, ou en tout cas majorité d'hommes migrants. Alors, si on se prenait, en tout cas, une image un petit peu comme cette image qui dit que voilà, si un habitant de la planète, si la planète était un village et qu'on décompose, en tout cas, le migrant moyen à l'échelle planétaire, il est originaire d'Asie, parce que le continent asiatique est le réservoir mondial de la population. Il vit et il circule en Asie, c'est-à-dire qu'il migre à l'intérieur de l'espace asiatique et beaucoup moins vers l'extérieur. Et il va du coup se déplacer vers des pays qui offrent des conditions économiques plus favorables, parce qu'un des moteurs centraux de l'immigration, c'est évidemment d'améliorer sa condition économique. Alors, sur la question des sans-papiers, à part de dire que c'est la loi qui fabrique les sans-papiers, par définition, toute tentative de véritablement comptabiliser les sans-papiers me paraît toujours hasardeuse. J'ai du mal à voir comment on peut quantifier quelque chose qui, par définition, est souterrain et illégal. Donc on va être toujours dans de la supposition, de l'estimation, au mieux, et parfois dans le fantasme absolu. Donc la semaine dernière, je crois, au moment des questions, j'avais évoqué cela.
quand la gauche, en 1981, décide la seule grande vague de régularisation en France des sans-papiers, les chiffres qui vont être jetés en pâture à l'Assemblée nationale vont parler de 200 000 sans-papiers, 300 000, 400 000, 500 000, on va monter à 800 000. Mais on ne sait pas plus pourquoi il y en a qui disent 800 000 que d'autres disent 200, 300 000. Pour au final arriver, bon an, mal an, une fois qu'on aura élargi tous les critères, parce que à l'époque, l'idée était qu'il fallait régulariser au maximum pour pouvoir repartir sur des bases saines, eh bien on est arrivé à 190 000 régularisations. En tout cas, on n'a jamais trouvé les 800 000 envisagés, annoncés, et qui n'ont sûrement jamais existé. Et bien aujourd'hui, on est reparti dans les mêmes jeux de voyance. On est là à essayer de déterminer combien il y a de sans-papiers. Alors il y a des institutions publiques qui essayent d'estimer. Il y a des sans-papiers connus, parce que il y a des gens qui sont dans des procédures, qui sont sortis des procédures sans avoir un titre de séjour, dont on connaît l'adresse, mais qu'on ne va pas nécessairement aller chercher, parce que d'abord ça coûte cher, que l'appareil administratif n'est pas non plus organisé pour, ou parce que politiquement on a du mal, etc. Et ça, qu'on soit de droite ou de gauche, je dirais. On ne va pas le faire en tout cas de manière massive. Et puis, il y a des sans-papiers que l'on estime, on sait qu'il y a des gens transitoires. Il y a des sans-papiers condamnés à être sans-papiers en France et à le rester. Si on prend le cas des Irakiens, par exemple, à Calais, c'est une population qu'on ne peut pas renvoyer en Irak, et en même temps à qui on ne donne pas de papier, qui n'en demandent pas d'ailleurs non plus, puisqu'ils veulent passer en Angleterre, et qui sont dans cette situation-là d'attente qui dure, et qui se retrouvent sans papiers légaux quelque part, parce que finalement on tourne un peu en rond autour de leur situation. Parfois la loi a produit des sans-papiers qui étaient condamnés aussi à rester sans papier. C'est ce qu'on a appelé, alors c'est au moment de la loi Chevènement est venue répondre en partie à ça, c'était les ni, alors ni régularisables, ni reconductibles à la frontière. Donc on avait des catégories que le droit protégeait de la reconduite à la frontière, et en même temps auxquelles le droit empêchait d'obtenir des titres de séjour. Donc des gens qui étaient dans une situation finalement de laquelle on ne pouvait pas sortir, sauf à prendre une décision discrétionnaire, ce que l'administration peut prendre. La préfecture a toute liberté de prendre des décisions discrétionnaires, c'est-à-dire de manière unilatérale et au nom de l'humanitaire, au nom de notions assez floues et générales qui permettent en fait de régler le cas de qui l'on veut. Alors, aux États-Unis, les estimations, donc en France, les estimations les plus élevées sont autour de toujours 700, 800 000. On retrouve à peu près les mêmes chiffres que dans les années 80. Aux États-Unis, par exemple, les sans-papiers sont estimés à 12 millions. Donc, vous voyez qu'on est... Bon, en même temps, c'est toujours à l'échelle du pays. Donc, en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les pays où la question des migrants illégaux se pose, eh bien, on régularise, alors soit à coup de politique de régularisation globale, éventuellement massive, mais souvent ça va être des catégories X ou Y que l'on régularise, soit on fait de la régularisation au fil de l'eau, au cas par cas, de manière sporadique, et c'est ce qui se passe en France quand même depuis la dernière régularisation un peu plus globale. Ça avait été la régularisation sur la circulaire de Nicolas Sarkozy sur les enfants scolarisés en France, où on a eu officiellement 8000 régularisations. Donc en fait il y en a eu plein d'autres après, mais c'était plus dans le temps de la régularisation, donc celles-là sont passées hors comptabilité comme régularisation au fil de l'eau. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait en dire, sachant que les sans-papiers ne sont pas toujours des gens qui sont rentrés clandestinement dans le pays. Donc on a la vision aussi du sans-papier qui est le migrant qui voyage sur un bateau et qui parfois arrive à destination ou pas, va viser les points d'entrée dans l'Union européenne comme l'île de Lampedusa, comme les îles Canaries aussi, qui connaissent des afflux de migrants illégaux. Mais on a aussi des gens qui sont rentrés de manière régulière avec un visa court séjour, par exemple, donc un visa touristique, et qui restent avec ce visa touristique.
Donc on a vraiment tous ces cas de figure et l'entrée, on peut avoir par exemple des étudiants qui sont venus, qui ont été étudiants en France pendant plusieurs années, qui ont eu un visa donc long séjour et qui n'ont pas pu passer du statut d'étudiant au statut de salarié et qui restent également en France. Donc le sans-papier n'est pas toujours quelqu'un qui a migré, caché dans un camion, passé avec des passeurs, dans un bateau, etc. Il y a vraiment différents profils, différents cas de figure, même s'il y a tout un monde parallèle des migrations clandestines. Alors je vous invite par exemple à lire un ouvrage qui a écrit un peu sous la dictée et mis en mots Azouz Begag, toujours lui, qui s'appelait Ahmed de Bourgogne, donc qui raconte la trajectoire d'un jeune homme qui s'appelle Ahmed, qui est originaire de Bourgogne, d'où le titre, qui en fait a été accusé et condamné pour viol, crime qu'il a toujours nié, mais à la limite c'est pas le propos du livre, qui du coup à l'issue de sa peine de prison a été expulsé, donc c'est ça qu'on appelle la double peine, et a été renvoyé donc en Algérie, pays qu'il ne connaissait pas puisqu'il était arrivé en France tout petit, et pas franchement bien accueilli en Algérie. Et avec lui, on suit, puisque c'est un récit réel, il l'a raconté quand il a réussi à revenir en France, et Azouz Begag l'a rencontré à la paroisse du Père de l'Orme, à Lyon, et du coup, on va le suivre pour son essai, sa tentative de retour en France, qui va prendre plusieurs mois, et on le suit dans le parcours, quelque part, le no man's land des migrants illégaux en Europe. Donc, il essaye de passer la frontière avec le Maroc, il se fait tabasser par la police marocaine, il finit par arriver en Tunisie. En Tunisie, il y a des faux passeurs qui font payer les gens, qui les emmènent en bateau, qui tournent en rond, qui les reposent sur une plage tunisienne. Bon, au final, il finit par arriver en Turquie. En Turquie, on ne reconduit pas les étrangers, on les place en centre de rétention. Et s'ils n'ont pas leur billet de retour, ils ne sortent pas du centre de rétention. Donc il va croiser des gens qui sont là depuis des années dans le centre de rétention. Lui, il a un billet à l'extérieur. Bon, il va réussir à revenir par des réseaux de prêtres, de bonnes sœurs qui vont l'aider au fil des pages. Il va arriver en Autriche, après avec le brouillard, il se trompe de route. Enfin bon, c'est un espèce de... Et il rencontre des gens qui passent leur temps à attendre le moment où ils vont pouvoir passer et qui ne passent pas. Il rencontre des gens complètement désociabilisés, complètement déstructurés par cette attente, par cette situation de très grande précarité. Et on a vraiment l'impression d'avoir un monde parallèle qui finalement nous côtoie. Alors... Les enjeux sociaux, politiques, économiques, actuels et à venir des migrations globalement et de l'immigration en France, eh bien, j'ai essayé de les identifier sur plusieurs points. Alors d'abord, le facteur économique, il est toujours lié au fait que comme il faut produire moins cher, parce que aussi le consommateur veut acheter moins cher, parce qu'il faut aussi que parfois, en tant que citoyen, on se remette... On est très contradictoire en tant que citoyen. À la fois, on veut payer moins cher et en même temps, on va dénoncer les conditions de travail, les délocalisations, etc. Mais on est les mêmes qui font tourner la machine, sauf à être très militant dans son quotidien, mais c'est pas facile de l'être sur toute la chaîne. Donc, on est parfois un peu contradictoire. Et du coup, tant qu'on est dans la recherche de la main-d'œuvre bon marché, soit on délocalise, soit cette main-d'œuvre, elle doit être là. Et c'est le rôle qu'a toujours joué l'émigration comme main-d'œuvre bon marché. Autre enjeu, c'est l'enjeu démographique. Toutes les sociétés industrielles, alors à commencer par le Japon, la Chine, qui connaît une dramatique situation démographique, l'Europe, tous ces pays vivent un vieillissement accéléré de leur population, avec des variations. Si on prend l'Europe, la France est un pays encore jeune et avec un dynamisme démographique qui en font un peu une exception avec l'Irlande. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, par exemple, qui du coup, par ces enjeux démographiques, va essayer aussi de penser sa politique migratoire. Et du coup, l'immigration est perçue comme une solution aux problèmes démographiques. Alors c'était déjà le cas au XIXe siècle, par exemple. Au XIXe siècle, parce que la démographie ralentit, on va faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Après la guerre de 14-18,
on va faire appel à de la main-d'œuvre étrangère parce que on a une telle saignée démographique en Europe. Donc cet enjeu démographique, il a toujours été extrêmement présent et il continue de guider ces questions d'immigration. Alors c'est pour ça, par exemple, que l'OCDE, depuis plusieurs années, produit des rapports où elle montre que l'Europe va avoir cruellement besoin d'une main-d'œuvre étrangère si elle veut continuer à garantir notamment un système de protection sociale tel qu'elle l'a mis en place après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il va bien falloir des gens pour travailler, pour financer des retraites. Et s'il y a moins d'enfants, ben forcément, les gens qui vont cotiser, il va falloir aller les chercher ailleurs. Donc, du coup, ces enjeux-là sont pas que seulement démographiques, hein, ils ont des répercussions économiques, politiques, et ça est rarement mis en évidence. Alors, l'autre difficulté démographique, c'est que du coup, par contre, on a des continents très jeunes. Si on prend l'Afrique, c'est un continent très jeune, et qui est le continent qui a la croissance démographique la plus spectaculaire. Autant en Asie, les politiques démographiques, et notamment en Chine, ont eu pour effet de ralentir le phénomène, les projections de l'ONU montrent que le continent africain, en 2050, ce seront 1,6 milliard d'habitants. Donc ça, on en parle très peu. On va plutôt focaliser notre regard sur l'Inde ou la Chine, qui sont aujourd'hui les deux gros pays, mais qui sont en fait des pays continents aussi. Et donc si on prend l'Afrique dans son ensemble, on a là un véritable enjeu démographique, et du coup, ben, ça va forcément avoir des incidences sur les mouvements migratoires. Mais peut-être que l'avenir, il sera demain en Afrique, hein, et qu'on va aller travailler en Afrique, parce que c'est là où il y aura les consommateurs. On peut faire un peu de politique fiction, on peut aussi rêver que les choses s'arrangent dans un certain nombre de pays. Autre facteur clé, c'est que depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, qui proposait un monde un peu stabilisé, eh bien, on a aujourd'hui un monde qui est multipolaire, beaucoup plus instable, des conflits internes qui se sont multipliés dans des zones qui ne bougeaient pas trop, et qu'on reste toujours surpris d'ailleurs de ces mouvements. Il n'y a qu'à voir les réactions qu'il y a eu après le printemps arabe, de se dire on ne pensait pas que ces pays allaient bouger, et ça occasionne après des périodes d'incertitude, alors voire des gros conflits comme celui en Syrie, des périodes d'incertitude comme la Tunisie, des périodes d'instabilité comme l'Égypte, et que tout ça a aussi des effets sur les mouvements migratoires et sur la co-responsabilité des autres États pour aider, accompagner ou intervenir collectivement quand ces pays connaissent des crises. Et puis, autre élément, alors là peut-être un peu plus nouveau encore que, parce que les questions de sécheresse, de maladies agricoles, etc. ne sont pas si nouvelles que ça, on parle aujourd'hui de plus en plus du facteur climatique et des conséquences des dérèglements climatiques qui occasionnent des mouvements de population. Il suffit de voir là tout le littoral asiatique qui est touché par la montée notamment des niveaux de la mer, avec du coup des mouvements migratoires pour s'éloigner du littoral, ou en tout cas qui occasionnent de vrais enjeux et de vrais bouleversements à venir, l'avancée du Sahara, des choses comme ça, qui sont des éléments aussi qui poussent les populations à circuler. Alors, si on prend tous ces éléments-là qui montrent en tout cas que c'est pas aujourd'hui qu'on va finir, et puis probablement que c'est même intimement lié à la nature humaine que de se déplacer, et même au peuplement de la planète. L'immigration pose plusieurs défis, et j'ai essayé d'en identifier 4, à la fois au niveau international et dans le contexte franco-français. Alors tout d'abord, aujourd'hui, la tentation des États est de bâtir, est de bâtir des murs législatifs ou de béton. Alors, je fais partie d'une génération, j'ai eu mon bac en 89, donc quand je suis rentrée à Sciences Po en 89, je le disais encore tout à l'heure aux lycéens avec lesquels j'étais, on m'a fait étudier un ouvrage pour rentrer à Sciences Po qui s'appelait « Avoir 20 ans à l'Est ». Et la conclusion de la journaliste qui écrivait cet ouvrage était « La génération de ceux qui ont 20 ans à l'Est en 89 ne connaîtra pas
la démocratie à l'Est, il faudra attendre leurs enfants. Le mur de Berlin n'est pas prêt de tomber. Bon, 3 mois après, il n'y avait plus de mur, donc ce n'était pas spécialement très visionnaire. Ça nous a beaucoup appris à relativiser les espèces d'affirmations que l'on peut dresser à chaud ou à un moment parce qu'on ronronne dans notre perspective, notre vision du monde. Donc en tout cas, je fais partie d'une génération pour lesquelles on se disait c'est fini les murs, parce qu'on s'est tellement enthousiasmé de la chute du mur de Berlin, mes copains ont pris le bus, ils sont allés chercher des bouts de mur, ils les ont ramenés, enfin c'était une époque à peu près formidable, que du coup on reste un peu dubitatif quand 20 ans après on reconstruit des murs. Donc, alors, mur entre le Mexique et les USA, un mur physique avec barbelés, no man's land de part et d'autre. Les murs qui entourent les villes de Ceuta et de Melilla, donc qui sont ces 2 enclaves espagnoles sur territoire marocain, donc l'Europe en Afrique pour le coup. Donc on est vers le détroit de Gibraltar et la petite pointe du Maroc. Donc 2 villes espagnoles que le Maroc finit par revendiquer en se demandant pourquoi y a-t-il encore 2 villes espagnoles sur le territoire marocain. Et comme c'est l'Europe en Afrique, c'est 2 points de fixation des migrants potentiels. Donc on a mis des barbelés, des no man's land là encore, des miradors partout autour des 2 villes sur la partie terrestre, puisque sinon ce sont des ports, donc elles ont un accès par la mer. C'est également le début d'édification à un mur entre la Grèce et la Turquie, sans parler après du mur en Palestine entre Israël et les territoires palestiniens. Donc on est finalement dans une période où on reconstruit des murs physiques. Donc c'est quand même, quelque part, personnellement ça m'interpelle beaucoup. Et quand ce ne sont pas des murs physiques, ce sont des murs législatifs. Les réglementations en matière d'entrée et de séjour viennent bloquer des territoires, et tout ça peut nous interroger par rapport au discours ambiant sur la mobilité idéale. Alors, tout ça pose finalement un des éléments du débat qui est à savoir, quid de la liberté de circulation et de la liberté d'installation des personnes. Si on prend que l'Europe, finalement, et si on prend même l'échelle planétaire, les marchandises aujourd'hui circulent bien plus facilement et librement que les hommes. Et du coup, on a un peu déplacé nos centres d'intérêt. Alors, une des questions qui se pose, finalement, est-ce que... Alors, on est toujours à l'arbitrage entre, finalement, est-ce que c'est angélique, voire naïf de dire ouvrons les frontières et il n'y a plus de législation, est-ce que c'est être raisonnable et pragmatique que de dire il faut par contre faire des frontières parce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc là, les discours politiques ont été très nombreux sur cette thématique. Alors si on essaye de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre, ou en se disant que la bonne solution est probablement toujours... C'est toujours ça, les bonnes solutions, peut-être au milieu que dans les extrêmes. On s'aperçoit en tout cas que quand les frontières sont très fermées, elles ont comme effet pervers, mais pas au sens mauvais effet, mais effet pervers, c'est-à-dire effet non recherché, de fixer les populations, y compris les populations en situation de clandestinité. Alors, je prends un exemple, la politique de 77 en France, qui a été la politique de retour. Donc, je rappelle, 74, la France décide de fermer ses frontières à l'immigration de salariés en France. Donc, pas à toute l'immigration. Donc, déjà, il y a une espèce de mythe qui circule qu'en 74, on a fermé nos frontières et que les politiques nous auraient bien trompés, puisqu'il y a plein de gens qui sont arrivés après 74. Donc en 74, on a juste fermé l'immigration de salariés, c'est-à-dire qu'on l'a drastiquement contrôlée et qu'il y a beaucoup moins de gens qui rentrent, voire même très peu de gens qui rentrent selon ce motif. Par contre, on peut rentrer pour des motifs familiaux, pour venir faire ses études, pour ouvrir son commerce, donc il y a pour rejoindre sa famille, comme je l'ai dit, pour l'asile. Donc il y a plein d'autres catégories d'entrées qui ont été maintenues. Comme cette politique de 74 n'avait pas tous les effets souhaités, que la crise qu'on avait pensée passagère avec les crises et les chocs pétroliers commençait à s'installer, en 77, après avoir nommé un secrétaire d'État en charge de l'insertion et des populations immigrées,
on nomme un nouveau secrétaire d'État, donc Lionel Stoléru, en charge des travailleurs immigrés, et on charge Lionel Stoléru de porter ce qu'on a appelé l'aide au retour. En gros, ça consistait à convaincre les étrangers d'abord au chômage, puis éventuellement tous ceux qui voudraient, de repartir dans leur pays moyennant une aide au retour. Donc à l'époque, c'était 10 000 francs, donc 10 000 francs de 77, pour un homme qui travaillait, 5 000 francs quand sa femme, sa conjointe l'accompagnait si elle ne travaillait pas, et 5 000 francs par enfant. Alors ça a été l'affichage. Officieusement, en fait, on voulait que les Algériens repartent. Donc dans sa thèse qu'il a ensuite publiée, Patrick Veil montre, par exemple, très bien les échanges de courriers entre Lionel Stoléru et Valéry Giscard d'Estaing, que la cible était l'immigration algérienne. Alors, donc gros dispositif, alors que finalement tout le monde a regardé avec grosse suspicion, combattu par la gauche. Quand on revoit le documentaire de Yamina Benguigui, Mémoire d'immigrés, l'assistante sociale dit surtout... le Parti communiste dit que c'est une mauvaise idée, donc surtout ne reprenez pas l'aide au retour. Donc il y a une forte mobilisation de la gauche et de l'extrême gauche contre cette aide. Et au final, les gens vont être plutôt dans l'attentisme. 4000 personnes vont en bénéficier. Alors 4000, ça ne fait pas les 50 ou 60 000 courriers envoyés, on est bien loin du résultat souhaité. Et sur les 4000, la moitié sont portugais. C'était pas non plus la cible. Bon, sauf qu'entre-temps, Salazar est tombé, enfin, le régime de Salazar n'existe plus, que le Portugal a fait sa révolution des œillets, que l'on va du coup vers la démocratie au Portugal, et que du coup, des Portugais installés en France se disent que c'est le moment de rentrer, vu qu'en plus, il y a une aide. Quelques Algériens vont tenter le retour, et ils tombent à un très mauvais moment, parce que ce moment-là, en 77, c'est le moment que choisit l'Algérie pour notamment arabiser son enseignement. Donc on voit arriver des familles en provenance de France avec des enfants qui ont été scolarisés en France qui parlent très mal l'arabe. Donc ils parlent à peu près l'arabe algérien de la maison, qui n'est même pas l'arabe algérien de la rue, et en tout cas pas du tout l'arabe littéraire. Donc ils se retrouvent propulsés dans un enseignement qu'ils ne maîtrisent pas, et du coup les familles algériennes qui ont migré à ce moment, qui sont rentrées, veulent revenir, et elles disent on rend l'argent, rendez-nous les papiers. Et là on leur dit non, c'est une aide au retour, définitive, vous avez pris l'argent, vous avez rendu les papiers, vous ne rentrez pas. Donc évidemment, tous ceux qui ont attendu se disent c'est pas pour moi. Et donc, le paradoxe de l'aide au retour, c'est qu'elle va fixer l'immigration en France et la sédentariser. C'est-à-dire que toute cette immigration en provenance du Maghreb notamment et d'Algérie en particulier, qu'on imaginait provisoire, que les gens s'imaginaient provisoire en ayant construit des maisons au pays, en imaginant leur retraite au pays, etc. Peut-être d'ailleurs que c'était de toute façon ce qui se serait produit, mais tout cet imaginaire du provisoire va brutalement cesser avec l'aide au retour. Puisque les gens vont prendre conscience que s'ils partent, ils ne peuvent plus revenir, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et le risque est trop important, donc on ne repart pas. Et finalement, on décide de rester, voire on décide de rester en étant très malheureux pour les parents, et de rester parce que ça n'est pas complètement choisi. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec des ambiguïtés qui font que toujours ces mêmes travailleurs algériens, et je ne parle pas notamment de ceux qui ont fait venir leur famille, qui sont aujourd'hui à la retraite, sont aussi coincés par la législation. C'est-à-dire que s'ils veulent continuer de percevoir leur retraite, ils sont condamnés à rester en France, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de décider de rentrer en Algérie. Sinon, ils perdent une grande partie de leur droit à la retraite. Ils sont obligés de vivre au moins 6 mois et 1 jour pour avoir la résidence fiscale en France. Donc on a des gens qui finalement peut-être se seraient projetés autrement, mais que la législation finalement fixe ici, parfois contre leur volonté. Et le sujet n'arrête pas de revenir, mais il n'y a personne qui le change vraiment. Je ne sais pas, on attend que démographiquement le problème ne se pose plus. De manière un peu cynique, c'est un peu comme les pensions pour les soldats étrangers et coloniaux qui ont été dans les unités combattantes pendant la Première Guerre mondiale. Là, c'est vraiment... on a attendu la démographie, et puis pour la Deuxième Guerre mondiale, on attend pareil. Alors, on voit bien que, du coup, avec cet exemple-là, qu'un des risques d'une législation extrêmement verrouillée, c'est que finalement, ceux qui arrivent à passer, ou ceux qui sont là,
perdent leur mobilité et ne repartent pas, et que ça, c'est un des effets pervers de ce que j'appelle les murs législatifs. Ce qu'on appelle les migrations pendulaires, donc le fait que les gens vont et viennent, c'est facilité quand la législation le permet. On a eu tout un problème avec les travailleurs saisonniers, parce que là aussi, le droit des étrangers en matière de travailleurs saisonniers occasionnait énormément d'incertitudes quant à la possibilité de pouvoir revenir. Donc aujourd'hui, il y a la mise en place de dispositifs pluriannuels. Donc de pouvoir avoir un titre de séjour qui vous permet, vous venez pour les vendanges, vous venez pour les récoltes, mais vous repartez chez vous entre chaque campagne pour lesquelles on va vous mobiliser dans l'agriculture. Si vous n'êtes jamais sûr de revenir, vous restez là sans papier et attendez la prochaine campagne, puisque vous n'êtes jamais sûr de pouvoir revenir. Donc il faut vraiment avoir conscience que la législation aussi peut être un mur réel. Autre élément de cette construction de barrières autour des pays, en Europe, on a choisi d'externaliser les frontières. On a passé des accords avec la Libye, par exemple, de Kadhafi, avec le Maroc, et aujourd'hui, il y a un accord sur la table entre la France et la Tunisie pour que ces pays assurent le contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. En disant, bon, le problème en Europe, c'est que d'abord, il y a des associations qui regardent un peu ce qui se passe. Il y a des droits aussi qu'on ne peut pas complètement bafouer. Donc, on va quand même aller voir avec d'autres, peut-être un peu moins regardant sur la question, c'était particulièrement le cas en Libye, et du coup, on va laisser se construire on va conditionner ces constructions via des aides qu'on peut accorder par ailleurs, des camps de rétention dans ces pays, dans lesquels, quand les migrants sont attrapés dans ces pays, on va les poser, les installer dans ces camps, alors qui sont vraiment des camps aux conditions du coup humaines et de traitement, vu que déjà ils sont souvent situés dans les zones désertiques, qui ont posé de très gros problèmes, avec des morts par déshydratation, une insalubrité, de malnutrition, etc. Et là, l'Europe s'en tire un peu à bon compte parce que du coup, elle ne regarde pas, ça ne se passe pas exactement chez nous, c'est chez les autres. Et de l'autre côté, alors il y a actuellement, par exemple, sur la Tunisie, un mouvement d'associations de défense des droits de l'homme tunisienne et française pour demander à ce que ni la Tunisie et ni la France retirent chacune ce projet-là. En tout cas, les Tunisiens essaient de faire le forcing pour que la Tunisie ne signe pas l'accord et vice-versa. En disant tant qu'il n'y a pas les garanties de respect des droits des migrants en Tunisie notamment, tant que la France ne présente pas non plus des garanties suffisantes, cet accord est porteur de toutes les dérives possibles. Alors, il faut, et ça sera mon dernier point sur cet aspect-là des murs législatifs, il faut voir que les politiques restrictives ont également souvent les effets inverses de ce qu'elles recherchent. Tous les États condamnent les organisations criminelles qui font du trafic d'êtres humains leur commerce. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est devenu très rentable pour les mafias parce qu'il est beaucoup moins coûteux sur le plan pénal de faire passer de la main-d'œuvre, de faire passer des gens que de faire passer de la drogue. Donc du coup, c'est devenu une forme de réinvestissement de l'illicite à moindre risque, on va dire. Et que du coup, ces politiques, finalement, elles nourrissent encore plus ces organisations ou ces modes de fonctionnement à la marge. Parce que la règle, par définition, elle finit toujours par embêter la personne à peu près carrée et qui ne veut pas la contourner. Ces grandes organisations-là, elles savent contourner les règles. Donc du coup, plus on durcit, plus il y a plein de stratégies de contournement qui se développent et qui se monnaient. Donc on en arrive à des situations où du coup les mafias en tout genre vont profiter de toutes ces difficultés-là pour monnayer des faux visas, des faux papiers, des circuits d'entrée sur les territoires, des bateaux qu'on remplit bien au-delà des capacités.
Du coup, on va pérenniser la clandestinité puisque les personnes ensuite doivent rembourser les passeurs, que du coup, elles ne peuvent pas se déclarer et prendre le risque d'être conduites tant qu'elles n'ont pas remboursé le passeur, qu'il n'y en aura rien à faire, qu'on soit renvoyé ou pas et qu'il n'est pas un généreux donateur. Donc, au-delà même simplement de l'idée de la démocratie et des droits de l'homme qu'on se fait, il faut bien voir que ces politiques restrictives ont aussi des effets qui enrichissent plein de gens à tous les étages. Donc ça va de celui qui vend les fausses preuves place du Pont, comme je l'avais dit la dernière fois, au réseau mafieux qui organise les transferts de population. Deuxième enjeu clé ou défi par rapport à l'immigration, c'est quid du rapport entre migration et développement. Parce que si on se dit que le moteur de l'immigration, c'est le fait d'aller rechercher une situation meilleure que celle qu'on connaît, bah, à la limite, un des leviers, c'est peut-être d'aider les pays d'origine à sortir de leur situation politique, économique, sociale, qui pousse des gens à partir de ces pays. Alors, si on prend par exemple le Sénégal, dans une étude récente là, de la CIMAD, on voit que les transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur étaient, donc on est en 2007, de 925 millions de dollars. Alors que l'aide publique donnée au Sénégal était de 683 millions de dollars, sachant qu'en plus cette aide n'est pas une aide non plus qu'on donne comme ça, c'est une aide avec des prêts qui passent par les institutions internationales et sur lesquels il y a de l'intérêt et de la dette, hein, donc ça coûte même encore plus. Donc évidemment, tant qu'on est dans ce rapport, alors sur le Mali, c'était même encore plus important, mais je n'ai pas retrouvé les chiffres récents pour vous les donner. Donc en tout cas, on voit bien que tant qu'on est dans ces disproportions, les États de départ n'ont pas forcément non plus intérêt à collaborer ou à contribuer à retenir les populations qui souhaiteraient partir, puisque les migrations finissent par être une source de richesse et un facteur de stabilité sociale dans les pays, puisque, par exemple, un migrant va permettre de faire vivre tout un village. Donc c'est toute une région qui va bénéficier, et parfois même le village va se cotiser pour permettre aux 2-3 considérés comme les plus débrouillards de partir, et ce qui va permettre ensuite au village de subvenir ensuite et de se développer avec les retours de fonds. Alors c'est vrai que, par exemple, le CESEDA, le Code sur l'entrée et le séjour des étrangers, dispose d'un chapitre, un livre, parce qu'il est divisé en chapitres qui s'appellent des livres, qui est consacré au co-développement. Alors la première fois que je l'ai lu, il faut que je relise plusieurs fois pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière cette idée du co-développement. Bon, en fait, c'est de permettre aux travailleurs migrants de pouvoir cotiser dans des fonds qui aident au co-développement. Enfin, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, en tout cas qui n'est déjà pas connu, très peu lisible. Et en fait, finalement, le contrôle de l'immigration relève du ministère de l'Intérieur pour l'essentiel, alors que la question du co-développement relève de tout un tas d'autres ministères, et que du coup, donc notamment le ministère des Affaires étrangères, mais on pourrait aussi ajouter les cellules du ministère de l'économie, etc., et que finalement, il n'y a aucune coordination entre ces deux éléments-là. Or, c'est probablement une des clés, hein. Les gens ne partent pas par... Enfin, il y en a quelques-uns qui rêvent de voir le monde, hein. Tout à l'heure, j'avais une élève dans le lycée dans lequel j'étais qui a dit « Moi, je veux surtout pas rester en France, donc elle veut partir au Canada. » Il y a des gens qui ont envie, effectivement, de partir. Mais la plupart des gens qui migrent n'ont pas spécialement envie de partir. C'est pas forcément de gaieté de cœur qu'on quitte tout. Mais par contre, on y va parce qu'on n'a pas particulièrement le choix. Donc s'il y avait des solutions pour que les gens restent, il y a beaucoup qui seraient très preneurs plutôt que de prendre un bateau avec tous les risques. Donc, alors il y a des ONG, il y a des actions, il y a par exemple des ONG qui s'occupent aujourd'hui de ceux qui sont reconduits à la frontière. Parce qu'un des paradoxes, c'est que même ceux qui sont reconduits à la frontière, qui ont été sans papier, qui ont vécu les galères, ne rêvent qu'à une chose, c'est repartir. Parce que, en plus de l'échec qu'ils sont obligés de ramener avec eux, le regard du groupe qui va les considérer comme ayant échoué, eh bien, ils ne trouvent pas plus d'avenir là au moment où ils reviennent. Donc, il y a des actions, mais tout ça reste quand même extrêmement
clairsemé, au compte-gouttes. On a l'impression qu'on est en train d'essayer de vider la mer avec une petite cuillère. Hein. Donc il y a des expériences qui marchent et qui montrent la voie, mais ça reste toujours de l'expérience micro quelque chose. Alors, pour finir vraiment également sur ce point, il y a quelque chose en tout cas qui est incompréhensible du côté des pays du Sud si on se place du côté de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe et les pays du Sud de l'autre côté de la Méditerranée. Eh bien, c'est qu'en Europe, ce qui est très valorisé, c'est le discours sur la mobilité. Moi, je passe mon temps à présenter ce que c'est que les études à Sciences Po. La chose qui attire les étudiants, c'est qu'on a une année à l'étranger, quoi. Ils rêvent de partir et de voir le monde. Les parents inscrivent leurs enfants dans des sections bilingues européennes. Enfin, l'idée, c'est qu'ils apprennent des langues parce qu'ils vont pouvoir bouger, voyager, voire même s'installer à l'étranger. Donc, et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir voyager quand on en a les moyens, bien évidemment, financiers. Alors que de l'autre côté, eh bien, on dit à plein de gens, vous n'avez pas le droit de cette mobilité-là. Elle est réservée à... et il n'y a pas bien de légitimité, enfin en tout cas de choses très rationnelles à expliquer qu'elle est réservée à qui. Et tout ça génère beaucoup de frustration. Alors si on prend, je ne parle même pas des gens pas diplômés, mais prenons des étudiants. Venir faire ses études en France aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Hein. Il faut passer par un dispositif qui s'appelle Campus France. L'université crie depuis des années sur les effets de cette politique-là et la désertion des universités françaises par les étudiants étrangers pour lesquels c'est compliqué de venir faire des études, y compris des pays où par ailleurs on va défendre la francophonie. Donc il y a un moment où on n'est pas très cohérent, c'est-à-dire qu'à la fois on défend l'idée de la France, de la francophonie, mais venez pas faire vos études en France. Donc à un moment donné, ça laisse pas beaucoup de perspectives. Les Américains, les Anglais ou autres sont très différents par rapport à ça. Vous avez les moyens, pas de problème, parce que là, même la France, la question des moyens ne suffit pas. Hein. Vous payez le visa, etc., on vous accueille. Aujourd'hui, si on prend par exemple le Moyen-Orient, les études idéales, dans un pays comme le Liban, qui était particulièrement francophone, où le must, c'était d'aller étudier en France ou d'aller étudier à l'université Saint-Joseph, qui est l'université francophone de Beyrouth, aujourd'hui, c'est d'aller à l'université américaine et de partir faire ses études aux États-Unis. Hein. Faut pas se leurrer, la France a complètement perdu son image de marque auprès des élites de ces pays, du fait des freins qu'elle pose au visa, y compris après quand ils deviennent entrepreneurs, quand ils exercent des métiers comme médecins, etc. Donc ils n'ont pas du tout envie de migrer, mais on va leur opposer des règles de visa extrêmement compliquées, et ils se tournent ailleurs. Alors, résultat des courses, dans un pays comme la Tunisie, que je connais bien, on va voir que petit à petit, par exemple, des pharmaciens vont être formés en Allemagne, qui n'a pas tout à fait la même politique, alors qu'avant, les pharmaciens venaient se former en complément en France. Ça a un effet tout simple, c'est que dans l'officine, vous avez de plus en plus de médicaments qui viennent des laboratoires allemands, parce que donc tout ça a des incidences économiques que finalement on ne veut pas trop mesurer parce qu'on est pris dans des logiques, alors peut-être court-termistes, peut-être politiciennes, d'agenda électoral, etc., alors que d'autres pays sont beaucoup plus pragmatiques sur ces questions. Alors, troisième élément, l'impératif démographique et économique. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que l'OCDE tirait la sonnette d'alarme sur le vieillissement démographique des pays développés, donc notamment l'Europe et le Japon, en disant que d'ici une dizaine d'années, la population inactive, donc prenant en compte les retraités et puis les enfants qui ne travaillent pas, évidemment, sera supérieure à la population des actifs. Donc, du coup, là aussi, c'est toute la structuration de ce que je disais tout à l'heure des politiques sociales qui va pouvoir, qui est remise en cause, plus le fait d'attirer notamment des gens ayant des formations très pointues dans des secteurs qui sont désertés. En France, il y a un manque d'ingénieurs. Si vous avez des enfants qui ne savent pas quoi faire, mais qui aiment un peu les sciences, il vaut mieux qu'ils fassent ingénieur. Il y a du boulot et il y a un manque d'ingénieurs. Donc, on a besoin d'aller les recruter ailleurs.
Et en même temps, on a cette politique étrange des visas que j'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, là aussi, on n'est pas très cohérent. Les Anglais ont déjà compris qu'ils avaient un vivier d'ingénieurs en Inde qui les intéressait au plus haut point s'il n'y a pas ce qu'il faut en Angleterre. Donc, du coup, c'est aussi, il faut voir tout ça sur du long terme. On ne fabrique pas un ingénieur en 6 mois. Donc, il faut anticiper ces dérégulations économiques et démographiques si on veut pouvoir être au bon moment en capacité d'attirer les meilleurs, puisqu'on a notamment tout un discours aujourd'hui sur l'innovation, etc. Donc toujours l'OCDE souligne qu'à l'horizon 2030, dans tous les pays européens, le seul facteur de croissance de la population sera le recours à l'immigration. Et évidemment, quand l'OCDE dit cela, elle ne parle pas de l'immigration des années 60. Les besoins ne sont plus les mêmes. On n'a plus besoin d'une immigration massive de gens sans formation et qui sont uniquement des bras pour l'industrie. On aura besoin d'un autre type d'immigration, mais tout ça doit s'anticiper, parce qu'on a l'impression qu'on a toujours le temps, mais le temps file, et là encore, je le redis, les formations, elles mettent du temps. Et si d'autres se positionnent avant nous et sont plus intéressants et plus attractifs, ils seront les premiers à prendre les meilleurs et à tirer leur marron du feu. Voilà, en tout cas, cette immigration de demain, elle se prépare aujourd'hui. Enfin, dernier défi, c'est pas le plus simple, c'est le vivre ensemble. Tous ces mouvements de population créent alors je dirais pas des chocs de culture, mais en tout cas, font se rencontrer des gens qui, précédemment, des cultures qui ne se seraient probablement jamais rencontrées. Alors j'entendais une fois à la radio un biologiste qui disait que notre génération d'êtres humains, donc notre génération élargie, puisqu'on a des âges différents les uns et les autres, aura rencontré dans sa vie un nombre d'autres êtres humains, mais qu'aucune autre génération d'êtres humains avant n'aura fait. C'est-à-dire qu'avant, on ne bougeait que très peu. Il y avait des gens qui étaient des grands voyageurs, mais la majorité des gens ne bougeaient pas. Donc le nombre de gens différents qu'il côtoyait dans sa vie se réduisait à un nombre très restreint, qui pouvait être son village, éventuellement le village d'à côté, et on bougeait quand même peu. Aujourd'hui, rien que nous, entre nous déjà, on se côtoie là. Alors on ne va pas forcément tous se parler individuellement, mais déjà on se voit, et imaginez-vous, vous avez voyagé en France, à l'étranger ou ailleurs, vous avez rencontré plein de gens différents, vous avez fait peut-être plusieurs métiers, vous en avez encore d'autres à faire, enfin tout ça occasionne des rencontres, et que finalement ce rapport à l'altérité n'est pas si naturel que ça. Alors quand en plus les gens viennent d'horizons encore plus divers, qu'on ne connaît rien à leur culture, à leur histoire, etc., le choc peut être encore plus important. Et il y a vraiment des pays qui ont du mal avec cette confrontation à l'autre. Alors si je prends un exemple, par exemple le Japon, qui est souvent cité comme pays qui a été très longtemps fermé, c'est vrai que je trouve très intéressant quand nos étudiants partent un an à l'étranger, à Sciences Po, parce qu'ils vivent cette expérience d'être étrangers ailleurs. Et les étudiants qui reviennent de leur année au Japon, puisqu'on a une quinzaine d'étudiants au Japon, vivent une expérience assez unique. Alors on a des étudiants à Tokyo, bon encore là c'est une grande ville, mais ils ne passent pas inaperçus, puis on a des étudiants qui sont dans le sud du Japon, dans des villes beaucoup plus petites, où alors là, pour le coup, ils ne voient que rarement des étrangers, à part les étudiants qui viennent justement dans leur université. Et vivent pendant un an dans la peau d'un étranger, quand ils reviennent, ils sont un peu changés, parce que ce regard de l'autre, il n'y était pas spécialement préparé, et d'être un peu l'exotique de service, ça leur fait bizarre, alors qu'ici, ils avaient l'impression d'être le normal au milieu de ses semblables. Donc... une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que pour tout le monde se posent des défis assez importants sur comment arriver à faire vivre ce vivre ensemble, comment on arrive à créer des espaces communs de sociabilité, comment on arrive à partager tout en allant à la rencontre de l'autre et en garantissant des principes qui sont propres à chaque histoire et culture de chaque pays. Et dans des situations de grand stress, économiques et sociaux comme celui que l'on vit actuellement, eh bien, on a tendance au repli identitaire, on a tendance à essayer de se refabriquer des identités, à cataloguer les autres aussi dans des identités
unique. Il faut bien voir, alors si vous ne l'avez jamais lu, je vous recommande, ce soir j'aurais dit plusieurs références, mais je vous recommande Amin Malouf, Les identités meurtrières, donc, qui est le premier essai. Bon, à part qu'il est romancier, Amin Malouf, il a écrit 2 essais, dont Les identités meurtrières, enfin 2 essais si on compte pas Les croisades vues par les Arabes, qui est un peu entre les deux. Et dans Les identités meurtrières, il s'interroge en tant que Libanais, francophone, avec plusieurs cultures religieuses dans sa famille, élevé chez les jésuites, immigré en France au moment de la guerre, et se considérant comme arabe parce que arabophone également, et du coup, qu'est-ce que c'est que l'identité, et qu'est-ce que l'identité a produit dans un pays comme le Liban, qui s'est déchiré sur des fractures identitaires à un moment donné, et vraiment... l'idée que l'identité, elle est jamais unique. On n'est jamais forgé par une seule de nos identités. On est plusieurs identités en nous qui évoluent avec le temps, qui évoluent dans notre rapport aux autres, avec nos expériences. Et or, la société, elle veut souvent nous enfermer dans une seule de nos identités. On veut nous voir que comme femmes. On veut nous voir que comme maghrébins, que comme musulmans, que comme français, que comme urbains, comme rural. Enfin, j'en sais rien. On pourrait prendre plein d'autres catégories. Et que tout ça est très enfermant et empêche beaucoup le vivre ensemble. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions fortes, et je ne suis pas là pour dire que c'est le monde des bisounours et que tout le monde a envie de vivre avec tout le monde. Il y a des gens qui ont envie de se replier sur eux-mêmes, soit sur des replis dits communautaires, parce qu'ils n'ont pas envie de se mélanger aux autres, et même si l'autre est majoritaire. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'autre leur ressemble. Dans son roman Fatou Diom, alors son roman s'appelait Le ventre de l'Atlantique, qui est un peu autobiographique, elle raconte son arrivée à Strasbourg. Alors Fatou Diom, elle est sénégalaise, elle raconte son arrivée à Strasbourg, où elle est venue avec son mari qu'elle a rencontré au Sénégal. Elle est en maîtrise de lettres, française, de lettres. Et elle arrive à Strasbourg et elle dit « La famille de mon mari ne m'a jamais acceptée, pas parce que j'étais sénégalaise et donc noire arrivant à Strasbourg, mais parce que j'étais sénégalaise, noire, arrivant à Strasbourg, maîtrisarde en lettres françaises, parlant le français parfois mieux que certains de la famille qui m'ont accueillie, et leur problème n'était pas tant que je sois différente, mais que je l'étais pas tant que ça. Et elle va vivre en fait pendant 2 ans le rejet, parce que finalement, ils auraient préféré qu'elle soit vraiment l'africaine telle qu'ils s'imaginaient la sénégalaise. Et le fait qu'elle leur ressemble tant que ça va d'ailleurs du coup lui coûter son couple, puisqu'elle se sépare, parce que finalement l'écart ça va être trop violent. Et donc beaucoup de gens issus de l'immigration, puisqu'il faut utiliser ce mot-là, vous font ce récit-là, qu'en fait le moment où le rejet a été le plus fort, c'est au moment où finalement ils se pensaient le plus intégrés, et que quelque part on leur a renvoyé qu'ils n'avaient pas le droit de leur ressembler. Et donc ça, c'est un phénomène qui est hyper violent, de se dire finalement, tant qu'on est dans une forme de hiérarchie, ou que voilà, celui-là il faut le protéger, et on l'a bien vu dans la difficulté des gens issus des minorités pour faire de la politique. Les politiques pour protéger les gens d'origine étrangère, là ils savent faire, mais quand c'est pour que finalement ils occupent les mêmes postes, là on n'a plus tout à fait les mêmes options. Donc ça ne va pas de soi, c'est beaucoup de défis, et répondre à un repli communautaire par un autre repli identitaire, ça ne va pas résoudre le problème. Donc aujourd'hui, en France, il y a effectivement des difficultés. Est-ce que ces difficultés, il faut les appeler intégration ? Bon, personnellement, j'ai toujours pas compris ce que c'était que l'intégration. J'ai fait une thèse 5 ans sur le sujet. Alors, j'ai pas compris parce qu'en fait, il n'y a pas de politique d'intégration. Il y a autant de politiques d'intégration peut-être que d'individus dans cette salle et d'interlocuteurs que j'ai eus pendant ma thèse, qui étaient tous en charge de mettre en œuvre la politique d'intégration, mais qui mettaient tous un mot différent derrière ce mot-là. Donc évidemment, ça ne peut pas donner un message clair à l'arrivée si on ne sait pas de quoi on parle, à qui on parle et pourquoi faire. Ce qui ressort quand même globalement, c'est que dès que ça ne dérange pas l'espace public, on considère que les facteurs d'intégration sont là, même si ce n'est pas vrai. Donc surtout, c'est ne sortons pas la tête de l'eau et ne nous rendons pas visibles. Donc on peut vivre bien replié dans sa communauté, bien enfermé chez soi, mais tant qu'on ne va pas manifester dans la rue, qu'on ne va pas être visible et identifié,
les gens vous considéreront comme totalement intégré parce que vous ne sortez pas du paysage. Par exemple, si vous faites un sondage en Alsace, ils vont vous dire que ce sont les Turcs qui sont la première communauté en Alsace étrangère, alors ce sont les Marocains. Mais les Marocains en Alsace occupent des métiers qui sont notamment de la restauration. Ils se sont totalement fondus. Même s'ils vivent entre Marocains, ça ne se voit pas. Alors que les Turcs n'occupent pas les mêmes métiers et du coup, ça les rendait beaucoup plus visibles. Donc les questions des représentations sont pas toujours... les représentations sont pas toujours la réalité, voire loin de là. Donc l'important, c'est d'arriver aussi à maintenir des ponts, de favoriser l'interconnaissance, de transmettre le savoir. On est d'autant mieux dans une société qu'on sait d'où on vient aussi. Donc le fait qu'en France, on n'enseigne jamais l'histoire de l'immigration, qu'on ne valorise quand même que très peu les cultures des différentes migrations, tout ça fait une sorte de non-dit qui n'aide pas forcément les jeunes, notamment, à se positionner, parce qu'à la fin, ils ne savent plus bien ce qu'ils sont. Alors même s'ils sont français, certains vous diront non, moi je suis algérien. Sauf que quand ils vont en Algérie, ils sont hyper français, quoi. Alors c'est assez rigolo, et je finirai là-dessus. Je sais pas, c'était juste après la Révolution en Tunisie, donc moi j'y vais l'été. Et je sais pas, il y a un marchand, on discutait beaucoup avec les marchands parce qu'ils avaient plus de touristes. Bon, ça aussi c'est marrant de voir que les gens ne vont plus, préfèrent quand il y a des dictatures que quand il n'y en a pas. Et donc je discutais avec le marchand en question et puis je finis, donc il me prend pour une touriste, donc je lui explique que non, que je suis à moitié tunisienne, etc. Et il finit par me dire, ah oui, tu es une là-bas chez nous. Alors je lui dis, c'est quoi que cette expression? Et elle me dit, oh, vous, les Tunisiens qui habitaient en France, vous dites toujours là-bas chez nous pour parler de la France. Donc évidemment, tout ça pour dire que c'est pas bien en Tunisie, alors que là-bas chez nous en France. Et évidemment, quand on n'est pas très à l'aise en France, on va souvent dire là-bas chez moi en Tunisie, alors qu'en fait on n'y a jamais vécu, qu'on y est allé que pendant les vacances. Et c'est assez rigolo de voir que finalement on ne sait jamais trop où se positionner. Alors quand on vit plutôt bien avec sa double culture, ça va. Mais si en plus on cumule avec des difficultés sociales, des difficultés familiales, des difficultés de tous ordres, eh bien ces questions peuvent devenir compliquées. Mais c'est pas en soi la double culture qui est compliquée, mais que l'ensemble des autres facteurs qui s'agrègent à cette double culture. En tout cas, l'idéal, ça serait de faire que les migrations, les rencontres, les cultures différentes soient une force et non un problème. Et malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Donc voilà, ça sera mon mot de conclusion. Je n'ai aucune idée de l'heure. J'ai été un peu longue. Donc, questions, discussions, réactions, enfin ce que vous voulez. Oui. Vous avez eu l'air d'approuver les recommandations de l'OCDE qui encouragent les pays occidentaux à prévoir une immigration des cerveaux dans des pays du Sud ou d'ailleurs. Est-ce que c'est pour appliquer une pénalisation à ses propres pays, puisque les cerveaux qui vont venir en Europe vont manquer dans leur propre pays, et donc c'est condamner ces pays, tout au moins la partie des gens les plus pauvres, à solliciter ou à prévoir une immigration qui sera encore plus forte dans les pays occidentaux, puisque leur développement sera ralenti par ce flux des cerveaux. Alors bon, je sais pas, j'ai peut-être donné l'idée que j'ai approuvée ou pas, enfin c'était plutôt pour dire voilà ce que disait l'OCDE, et si on se place d'un point de vue des politiques de ceux qui nous gouvernent, il y aurait sûrement à prendre en compte cet intérêt-là, puisque chaque pays gouverne quand même en fonction de ses propres intérêts. Alors après, oui, dans les économistes qui s'intéressent à ces questions-là par rapport aux migrations, cette question de la fuite des cerveaux et de la pénalisation du coup pour les pays d'origine est posée. Après, la croissance aujourd'hui démographique, notamment de l'Afrique, le développement des systèmes d'éducation, etc., vont aussi poser la question des débouchés pour tous ces jeunes et futurs jeunes diplômés dans leur propre pays. C'est-à-dire que si on voit la Tunisie que je connais très bien, par exemple, aujourd'hui on a des médecins il y a trop de médecins en Tunisie par rapport aux besoins qu'il y a en Tunisie.
Les pays en développement ont un peu suivi ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire que notamment, on a dévalorisé toutes les filières manuelles et toutes les filières techniques avec une formation pragmatique, etc. Et la réussite des enfants passe par des longues études. Du coup, les avocats, les médecins, etc., il y en a plein. Mais il y a un moment donné où... en plus des médecins qui ne veulent pas spécialement aller exercer partout dans le pays. Donc, du coup, ils se concentrent tous dans les grandes villes, etc., tant qu'on ne développe pas l'ensemble du territoire. Du coup, aujourd'hui, on a de jeunes diplômés au chômage en Tunisie. Et parce qu'il n'y a pas les débouchés, ça ne tient pas nécessairement au déficit de développement, mais parce que la taille du pays, sa population, en tout cas, ne permet pas les débouchés. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est-à-dire qu'à la fois il faut effectivement, si on était dans l'idéal d'une bonne gouvernance mondiale et collaborationniste entre États et que les États ne défendent pas chacun leur intérêt particulier, ce à quoi je crois moyen quand même, mais bon, on peut toujours rêver. Il y a à prendre en compte à la fois de ne pas évidemment vider ces pays de leurs forces, mais également l'immigration répondra aussi à un besoin de ces populations de partir vers là où il y a du travail, parce qu'il n'y aura pas du travail pour tous les ingénieurs en Inde, quand bien même on délocalise l'ensemble du secteur, parce que voilà, les frontières aussi, elles sont plus qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire que le marché national ne suffit plus. Donc je pense qu'entre les deux, entre l'idée d'aller puiser juste les cerveaux qui seraient une petite élite et très peu nombreux, et l'idée de aussi partager et notamment permettre aussi d'autres débouchés pour des diplômés qui ne trouveraient pas de travail dans leur pays, il y a probablement des choses à envisager. Mais bon, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la véritable volonté de coopérer dans l'intérêt du bien commun de tous. Hein. Oui. Vous pouvez prendre... C'est quand même assez dramatique ce que vous avez expliqué, parce que ça retient quelques mots, des murs, des camps, mafia, exploitation, des esclaves. Notre société, je pensais que ça paraît d'un autre temps, quoi, du siècle dernier, voire d'avant. Et en fait, j'essaie de voir. À qui profitent tous ces crimes, puisque après il y a des crimes seulement par l'exploitation, mais aussi par des bateaux qui coulent en mer avec des gens dedans, des gens enfermés dans les camions, etc. Et donc à qui profite le crime, et puis quels seraient, d'après vous, les moyens d'espérer que ça puisse changer et venir dans une société plus humaine. Alors là, les moyens que ça change. Bon, on peut chacun, on peut essayer d'œuvrer là où on est. Alors, je pense que depuis que l'homme est l'homme, depuis qu'il y a des États-nations, ce que je disais tout à l'heure, les intérêts restent les intérêts. Pour l'instant encore des intérêts quasiment unitaire, enfin on a son intérêt national, au mieux on essaye de faire des entités et d'espérer avoir des intérêts communs, enfin quand on voit comment c'est difficile déjà à l'espace européen, du coup alors de passer à l'échelle d'intérêts mondiaux partagés et de prise en compte de tout, bon on en est encore loin, mais faut peut-être pas désespérer, hein, peut-être qu'un jour ça arrivera. C'est vrai que c'est dramatique si on prend vraiment sur une grande échelle, et que j'avais aussi envie de montrer ça parce que dans les débats sur l'immigration, c'est pas souvent alors sauf quand il y a des focales comme il y a eu les événements de Lampedusa, mais pour dire que voilà, ça reste quelque chose de compliqué, puis il y a plein de choses qu'on ne voit pas, et effectivement ces migrations aussi dans d'autres continents et dans d'autres pays. Après, à qui profite le crime, il y en a forcément qui s'enrichissent sur le dos de ces populations. Alors, parce que là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les citoyens, on est tous aussi un peu
en contradiction entre nos principes, nos pratiques. Alors on croit que son comportement individuel n'a pas forcément grandes incidences sur l'ensemble, mais c'est une somme aussi de comportements individuels qui font des comportements de groupe après. Donc aujourd'hui on est dans une logique où l'économie et le prix et du coup l'argent priment. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça a toujours été le cas ? Je pense que ça a toujours été le cas, sauf qu'aujourd'hui on en est peut-être conscient. Je crois que ce qui est difficile dans notre période, c'est qu'en fait, l'accès à l'éducation, l'accès au savoir, l'accès à l'information, voire à la désinformation, tout ça fait qu'aujourd'hui, ce qui est plus frustrant encore qu'avant, c'est qu'on a conscience de tout ce qui se passe et de ce qui ne va pas et on se sent un peu impuissant. Donc des fois on se dit peut-être qu'avant c'était mieux, ils ne savaient pas. Donc c'était comme ça, mais les gens ne savaient pas et qu'à la limite c'était plus confortable. Aujourd'hui on regarde un documentaire d'investigation sur quelle que soit la chaîne de télévision, on écoute une émission de radio qui fait de l'investigation de terrain, on est révolté, quoi. On se dit mais comment je pourrais faire ? Puis à la fin on se dit finalement je ne peux pas faire grand-chose. Donc on est dans cette frustration à la fois de savoir et de ne pas pouvoir faire, de constater des phénomènes qui, à mon avis, sont pas très nouveaux, qui ont pris des formes nouvelles, mais voilà, qui sont... Alors c'est en ça qu'on peut résolument rester un peu pessimiste sur l'évolution des choses. Après, on peut essayer, à sa modeste place, d'essayer de faire que ça soit mieux, au moins dans son environnement proche, ou de faire prendre conscience des choses. J'ai toujours espéré que les étudiants, quand on les voit plein d'enthousiasme, on se dit ouais ils vont changer le monde, mais enfin en 68 ils voulaient changer le monde, vous vouliez changer le monde pour ceux qui ont vécu 68. Moi en 89 on se disait oui toutes les frontières sont abolies, ça va être super. Bon puis finalement on s'aperçoit que les générations passent. Alors il y a l'enthousiasme de quand on a 20 ans, après il y a le réalisme, et après il y a le fatalisme. Alors du coup des fois c'est un peu déprimant comme constat, mais ça n'empêche que si on baisse les bras et qu'on continue pas à se battre pour des valeurs qui peuvent être garanties notamment par le droit, finalement on laisse tout filer. Moi je trouve que dans l'évolution des politiques d'immigration, ce qui quelque part me désole le plus, et qui fait que par exemple j'ai arrêté de faire des permanences militantes pour accueillir des gens qui étaient en difficulté de séjour, c'est qu'aujourd'hui le droit n'est plus la garantie de l'état de droit en matière de droit des étrangers. Quand j'ai commencé en 1994 à accueillir des demandeurs d'asile, on enclenchait dans des procédures, on n'était pas sûr d'aboutir, on essayait de se battre sur le droit et on gagnait. Alors on perdait des fois, mais on gagnait aussi. Puis alors au fil du temps, on se battait puis on gagnait jamais, quoi. Alors pas que les gens étaient dans des situations franchement différentes. Par contre, le seul moment où on gagnait, c'est quand on réussissait enfin à approcher le bureau du chef qui décidait et qui finissait par mettre un nom sur la personne alors que vous aviez inondé de courriers sur les mois précédents, etc. Des propos extrêmement cyniques que j'ai entendus à la préfecture les années lointaines, donc c'est pas forcément les préfets actuels, mais de dire à quelqu'un qui bataille, un médecin algérien, une femme qui bataille depuis 2 ans pour ses papiers, et de lui dire... « si j'avais su que vous étiez aussi bien et que vous parliez bien français, je vous les aurais donnés depuis longtemps, vos papiers. » Ou à une famille albanaise de leur dire « Mais pourquoi n'avez-vous pas parlé albanais à votre enfant ? Vous saviez bien qu'il y avait un risque de retour, donc maintenant ne dites pas que c'est parce qu'il parle bien français qu'il faut rester. » Enfin, on entend des trucs, mais alors ça vous fait hérisser le poil sur la tête, et vous vous dites « Mais dans quel monde, effectivement, je suis, quoi ?» Mais tout ça est assez déshumanisé parce qu'on met plein de filtres, que les agents de guichet qui n'ont pas la tâche facile parce qu'ils se prennent toute la misère en direct, et puis ceux qui décident qui sont surtout bien loin des gens pour pas mettre des noms sur les visages, sur les dossiers, visage sur les noms plutôt. Tout ça donne. Donc aujourd'hui, on est rentré dans la logique de cas par cas dans la question de l'immigration. Y a des associations comme RESF qui font des trucs formidables, mais qui quelque part en tout cas sont rentrées aussi dans ce mécanisme-là. Ça n'empêche pas que j'ai fait plein de trucs avec RESF et qu'il n'y a pas de problème, mais que du coup voilà, on défend la famille X. Et pour m'être battu pour une famille dans l'école de mes enfants, les parents ils étaient tous prêts à signer la pétition parce que la famille X elle méritait
Mais elle méritait quoi? Enfin, moi j'en disais, mais je peux vous en présenter plein qui méritent aussi, mais vous les connaissez pas. Alors pourquoi celle que vous connaissez, elle mérite, et celle d'à côté, elle mériterait pas? C'est pas une question de mériter. Un état de droit, il y a des règles, il y a du droit, et du droit vraiment respecté, hein. Et si on sort de ce cadre-là, alors ça devient totalement subjectif, quoi. C'est pas lui il est gentil, je lui donne des papiers, lui il est méchant, je lui en donne pas. Est-ce que c'est ça le critère? Voilà, et je trouve que l'état de droit, de ce point de vue-là, il a bien reculé. Alors peut-être que ça a toujours été le cas et que j'ai mis du temps avant de me rendre compte, mais moi, ça a fini par me désespérer. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je me mette en retrait parce que je vais me rendre malade. Donc voilà. Parce qu'il n'y a aucune logique. Les gens viennent vous voir et vous disent, mais pourquoi je ne peux pas vous expliquer pourquoi lui, il a eu et pas vous. Voilà, au vu du dossier, je ne sais pas vous l'expliquer. Oui, je pense aussi derrière tout ça, derrière ces migrations, par exemple, qui venues du Sud, il y a aussi des accords économiques par l'OMC en particulier, qui a fait écrouler beaucoup de métiers au Mali, en Afrique de l'Ouest, par exemple le coton, qui n'étaient pas subventionnés, qui n'ont pas pu tenir face au coton américain, les élevages de poulets pareil qui ont fermé dans d'autres pays, les tomates venues d'Italie, qui sont moins chères parce qu'elles sont subventionnées. Donc, il y a derrière tout ça des accords commerciaux que nos gouvernements élus ont signés. Et il y a une responsabilité là aussi dans la migration et dans l'appauvrissement de ces pays. Bah c'est sûr, parce qu'on n'a pas accompagné éventuellement aussi les transitions dans ces pays. C'est-à-dire quand on met à mal l'agriculture alors que c'est 80% de la richesse et que 80% de la population travaille dans l'agriculture, bah on touche au cœur même de la stabilité sociale et économique de ces pays-là. Et que là encore, on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si certains là ont réussi à se mettre d'accord collectivement, c'est pas à l'échelle non plus de prendre en compte tout le monde. C'était intéressant, hier, il y avait un député marocain, parce qu'il y a un débat qui arrive au Parlement marocain pour légaliser le kiff, donc le hashish cultivé au Maroc. Et ce député marocain revenait en arrière et de dire que le kiff avait été légalisé après la guerre, parce qu'en fait, depuis toujours, on cultive, notamment dans le nord du Maroc, des plants de hashish, et que ça fait partie quelque part de l'agriculture classique et que ça fait vivre plein de familles qui aujourd'hui du coup sont extrêmement fragilisées parce qu'elles sont complètement sous la main des narcotrafiquants. Et donc l'idée de légaliser le kiff au Maroc, c'est de soustraire la pression des narcotrafiquants sur ces familles notamment. Et il disait que du coup l'interdiction du kiff au Maroc a été imposée par les cigarettiers internationaux, qui du coup, pour pouvoir écouler les cigarettes au Maroc, parce qu'il faut voir aussi comment, notamment les législations en Europe sur les cigarettes ont fait que du coup le marché pour les cigarettiers, il se passe dans les pays du Sud, et là on est beaucoup moins en plus regardant sur ce qu'on met dans la cigarette que les normes qu'il peut y avoir en Europe, etc. Eh bien en fait a été une pression pour interdire le kiff, pour finalement légaliser, enfin la cigarette normale c'était finalement ce que l'on pouvait consommer de légal, pour éviter les autres manières de fumer qui étaient par contre plus coutumières et dans un circuit. Vous voyez, donc même sur des choses comme qui font pas partie des choses qui sont très mises en avant parce que c'est pas une agriculture classique, on voit bien que oui, ces pressions et ces rapports de force économiques, ces accords commerciaux, ces pressions de grands groupes internationaux déstabilisent des régions, des pays entiers. Et encore, les tomates italiennes, elles sont pas chères. Non seulement elles sont subventionnées, mais en plus, sont des migrants clandestins qui, pour la plupart, les cultivent. Donc, vous voyez à peu près comme le truc est encore plus... qui peut-être cultiver des tomates dans leur pays. Hein, donc, le système est extrêmement pervers et vicieux. Sauf qu'effectivement, si on prend... alors peut-être pas les citoyens conscients que vous êtes, puisque vous êtes ici, ça veut dire que déjà vous vous interrogez sur plein de choses, les gens vont acheter les tomates les moins chères, parce que finalement il y a le porte-monnaie, il y a ses propres impératifs. Donc c'est en ça je voulais dire qu'on est souvent en tant que citoyen assez incohérent entre nos comportements et nos discours, et que même s'il y a une prise de conscience aujourd'hui... je suis pas forcément sûre qu'elle soit très partagée, parce qu'on vit aussi avec des gens avec qui parfois on partage les mêmes... Donc on a l'impression que tout le monde est d'accord. Puis après vous discutez dans un autre cadre, dans votre travail, qui permet notamment de rencontrer des gens un peu différents que ceux avec qui vous êtes amis strictement, puis vous vous rendez compte que vous êtes un peu seul en fait, dans le partage d'un certain nombre de constats. Donc
ça fait des fois des miroirs un peu déformants de cette prise de conscience-là. Vous avez terminé votre propos sur le vivre ensemble. J'aimerais y revenir, savoir si vous êtes optimiste ou pessimiste sur cette question. Parce que vous avez dit que c'était une chance aussi de la rencontre de l'altérité, j'entends bien, mais le repli identitaire était sous-jacent. Vous avez parlé des petites cases qui sont bien sécurisantes pour les autres, mais peut-être pour nous aussi. Et je voulais savoir si effectivement vous êtes optimiste dans cette affaire du vivre ensemble où s'affronte le repli identitaire et d'ailleurs l'IPEN semble parler de repli simplement d'identité face à la rencontre avec l'autre. Sur ce plan-là, par rapport aux autres aspects, je pense que l'histoire montre que, en définitive, quand ça a été compliqué, à un moment donné, qu'on a l'impression qu'on n'en sortait pas, le temps passe et que les choses finissent par rentrer. Donc je veux rester optimiste. Après, il faut des facteurs aidants. Si on reste dans une situation économique extrêmement tendue, extrêmement pessimiste, etc., tout ça, c'est un frein. Si on connaît une embellie économique, une petite victoire au football et je ne sais quoi, il y a beaucoup de choses qui changent d'un coup, bizarrement. Et alors, là, il y a beaucoup de bilans. Par exemple, si on prend la situation française sur la marche de 83, donc cette fameuse marche pour l'égalité, qui a été conduite donc en 83, que les médias ont très injustement réduit à marche des beurs, beurre signifiant arabe en verlan. Dans l'histoire, le fait que ça reste marche des beurs et qu'il faut attendre 30 ans pour qu'on se remette à parler que c'était une marche pour l'égalité, c'est toujours un peu triste, parce qu'on l'a réduite à une marche communautaire alors que c'était pas ce qu'elle était, et c'est bien de le recommémorer comme ça. Cette marche-là, quand on voit les débats qu'il y a, les interrogations, les interviews des marcheurs de l'époque, etc., ils disent très clairement, la situation n'est pas formidable, mais c'est vachement mieux que c'était il y a 30 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il faut voir de là où on est parti. C'est pas encore gagné, mais au jour d'aujourd'hui, la diversité, elle s'installe. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, parce qu'elle s'installe, que c'est un peu plus tendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a plus peur de celui qui, finalement, nous ressemble sans nous ressembler, quoi. Donc il faut passer par des étapes, ces étapes de friction. Quand on regarde les phénomènes de repli identitaire, si on prend par exemple la question religieuse, elle a été beaucoup montée en épingle par les médias. Il y a un effet miroir grossissant quand on rapporte au nombre de situations pouvant poser problème. À un moment, le voile à l'école, aujourd'hui le voile intégral, on est toujours frappé que ça concerne quand même pas beaucoup de monde, mais ça fait miroir grossissant. Donc le rôle des médias, l'image qu'on donne à voir est également centrale. Donc j'ose espérer que là aussi il y a des prises de conscience. J'ose espérer qu'il ne faudra pas en passer par un truc dramatique pour que les prises de conscience soient un peu plus fortes. Mais je pense sincèrement que si la situation économique et sociale du pays s'améliore, toutes ces questions-là, elles vont devenir beaucoup moins présentes et beaucoup moins fortes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc c'est en ça que je veux être optimiste, parce que si on se dit que on va que vers la pente descendante, je sais pas, là, il n'y a plus besoin de se réveiller le matin, mais donc il faut rester quand même optimiste sur ce que ça peut donner par la suite. Et alors, dans les périodes précédentes, je ne vais quand même pas souhaiter une troisième guerre mondiale. Les guerres ont joué ces facteurs-là. Les périodes de croissance économique ont joué comme un rôle d'accélérateur de l'intégration, notamment. Je pense qu'aussi qu'une fois qu'on aura peut-être réglé ou perdu, en tout cas, la mémoire vivante, vraiment prégnante de la guerre d'Algérie, des choses aussi vont évoluer. Moi, c'est vrai que mes étudiants, je leur parle de la guerre d'Algérie, c'est comme si je leur parlais de la guerre de 14, ou des guerres napoléoniennes. Pour eux, ça leur paraît extrêmement lointain. Il y en avait qui me disaient, mais pourquoi on en parle ? Ça a quand même structuré beaucoup de choses en matière de politique d'immigration et du rapport à l'immigration. Les vagues nouvelles aussi finissent par faire oublier les autres. Donc aujourd'hui, la crispation, elle est sur les Roms.
Donc peut-être que les Roms seront les Arabes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les Arabes ont permis peut-être aux immigrations européennes de passer inaperçues beaucoup plus vite. Les Roms vont permettre aux Arabes de passer très inaperçus aussi, parce que du coup il faut un autre point de crispation. Bon, il y a un moment on va pas en trouver, hein, donc on n'en trouvera peut-être plus, donc c'est peut-être le dernier... Là, il y a du travail à faire hein, sur les représentations, les images, les idées reçues. Il faut savoir que, par exemple, sur les Roms, quand une personne Rom accède à un logement, des papiers et un travail, et ben, dans les statistiques, il est plus Rom. Il est roumain, il est bulgare, il est ce que vous voulez, enfin de sa nationalité... sur son passeport, quoi. Mais il n'est Rom que quand il est dans un camp, qu'il fait la manche et que l'on refuse de scolariser les enfants. Parce qu'il faudrait inverser aussi les choses, ou qu'on ne veut pas qu'ils accèdent au marché du travail. Donc ça, c'est assez amusant de voir comment... Enfin, amusant avec les guillemets, hein, de voir qu'aussi on a une capacité à pas vouloir voir ce qui fonctionne et à focaliser. Après, je ne nie pas qu'il y a des replis identitaires et les extrêmes se nourrissent. Aujourd'hui, très clairement, les mouvements islamistes en France et traditionnalistes et intégristes et ce que vous voudrez se nourrissent de discours de l'extrême droite qui elle-même se nourrit du discours des intégristes. C'est extrêmement simple comme mécanique, hein, c'est-à-dire qu'on a tout intérêt à maintenir son ennemi pour exister, hein, ou celui qu'on présente comme son ennemi. Donc à un moment, il faut casser le cercle vicieux, puis une fois qu'on n'en fait plus une focale, ça finit heureusement par disparaître. Je pense que les Italiens du début du XXe siècle s'imaginaient pas qu'on dirait qu'ils se sont intégrés comme je sais pas, très facilement, avec sans aucun heurt à l'époque, quoi. On a quand même lynché des Italiens à Lyon, on a fait des morts à coups de pioche, de bâtons, etc. À la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est renvoyé dans les oubliettes de l'histoire, on va dire. Voilà, donc moi je veux rester optimiste. Hein. Peut-être que nos enfants qui voyagent plus auront une autre... Oui ? Sur les guerres, je n'ai pas bien compris comment vous avez vu le côté positif par rapport à l'immigration, parce que moi j'ai une image plutôt du contraire, parce qu'on n'a toujours pas bien reconnu le rôle des immigrés dans les guerres qui ont combattu pour la liberté, et y compris les 600 000 personnes qui ont été enfermées dans des camps au nom du décret de Pétain sur les indésirables étrangers, et les 20 000 Indochinois qui ont été traités comme des esclaves, qui sont soi-disant venus travailler dans les poudreries et qui ont été renvoyés après 6 ans sans le moindre dédommagement. Alors, je ne parle pas nécessairement des coloniaux, parce que les coloniaux qui ont été intégrés dans l'armée française ou les Indochinois qui sont venus, etc., ça a toujours été considéré comme à part. Pour les vagues d'immigrants qui sont arrivés avant, le fait de se retrouver, c'est pas forcément des politiques d'État, c'est dans la manière dont, en fait, parce qu'à un moment on s'est retrouvés ensemble dans les tranchées, si je prends la guerre de 14-18, et bien forcément vous avez été compagnons d'armes sur des choses extrêmement difficiles. Le regard sur l'autre, il change une fois qu'on est démobilisé. C'est-à-dire qu'on va plus se mettre à regarder l'autre comme un étranger. Il a été son compagnon d'armes. Donc quelque part, les guerres ont accompagné l'intégration de ceux qui étaient là depuis plus longtemps. Elles ont posé d'autres soucis. Effectivement, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les camps des étrangers, mais qui étaient des étrangers récents, qui venaient juste d'arriver, à qui on avait ou pas accordé la nationalité française, sur lesquels on est revenu en arrière, etc. Donc c'est ce que j'ai notamment évoqué la dernière fois, hein, notamment les Espagnols, et puis tous ceux qui arrivaient d'Europe de l'Est, qui avaient fui le nazisme dès les années 30 et qui ont été parqués après par les décrets de Pétain. Mais du coup, quelque part, après, on passe table rase. Alors même si institutionnellement, l'État n'a pas forcément reconnu, mais les gens ont côtoyé le vivre ensemble au-delà des différences. Et finalement, après, l'État n'en parle plus, et plus personne se pose de questions, et plus personne revendique, jusqu'à ce qu'il y ait à un moment un événement qui fait qu'on revendique. Alors, sur la question de la colonisation, le sujet est tellement sensible, est encore tellement sensible, qu'on voit qu'on a du mal encore aujourd'hui à faire une histoire de la colonisation dépassionnée, sans susciter
est-ce que la colonisation était positive, négative, etc. Est-ce qu'on a le droit de faire un bilan? Est-ce que l'histoire a comme rôle de faire un bilan des événements, etc. Oui, la France ne sait pas regarder son passé colonial. Elle est toujours très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et je ne sais pas si un jour ça changera. Et je pense que son malaise, il vient qu'il y a la contradiction première qu'ont n'ont pas eu d'autres pays colonisateurs, mais qui est très qui est très particulier à la France, qui est d'avoir colonisé au nom de l'universalisme et des idéaux de la République, et en même temps de ne pas les avoir appliqués. Et je pense que c'est ça ce qui est profondément difficile pour la France à regarder dans le rétroviseur. Les Anglais n'ont jamais colonisé pour faire de leur pays colonisé des gens civilisés, instruits et égaux en droit. Hein. Ils ont colonisé pour des intérêts militaires, économiques, etc. Du coup, quand on s'en va, ben voilà, on a soldé ce passé, même si on a laissé le bazar en Palestine, si on a laissé le bazar en Inde, au Pakistan, etc. La France, on est allé coloniser pour apporter les valeurs de la République. Et surtout, on a tout fait pour qu'elles ne soient pas appliquées. Donc après, comment vous pouvez faire un bilan de quelque chose qui est si schizophrène On parlait de la laïcité, je parlais de la laïcité à l'UTA, à l'Université de Toulouse. La laïcité, typiquement, la loi de 1905, qu'on nous dit aujourd'hui être notre espèce de pilier sacré de la République, là, on l'a jamais voulu l'appliquer en Algérie. On a exclu l'islam algérien de la loi de 1905. On a raté ce tournant-là. Donc après, on fait de l'islam un problème par rapport à la laïcité. Mais au départ, hein, c'est déjà que la France n'a pas su... Parce qu'appliquer la laïcité en Algérie, ça voulait dire... si on reconnaissait l'égalité de l'islam avec les autres cultes, c'est qu'on devait reconnaître l'égalité des musulmans avec les autres habitants d'Algérie. Et ça, c'était pas possible dans le système colonial en Algérie. Donc on est porteur de toutes nos contradictions. Tous les leaders indépendantistes ont été formés en France par l'école de la République. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand notamment la Sorbonne a été un grand vivier, quand ils sont arrivés à la Sorbonne, on leur a appris quoi? Liberté, égalité, fraternité, le droit, l'état de droit, puis ils se sont dit mais et nous? Donc ils ont ramené ça dans le combat qui a guidé ensuite leur combat dans leur pays quand ils sont retournés. Non, après, ça c'est un autre problème. Mais c'est toujours plus facile de dire aux autres ce qu'il faut faire que de se l'appliquer. Si je prends comme quelqu'un comme Bourguiba en Tunisie, il a posé des choses formidables en Tunisie, sauf la démocratie. C'est quand même dommage. D'avoir raté, tout le monde n'est pas Nelson Mandela, quoi. D'avoir raté à ce point la marche de l'histoire et de s'être fait président de la République à vie en 1970. Et la Tunisie serait probablement pas là où elle en est, et elle n'aurait pas vécu ce qu'elle a vécu si Bourguiba avait été jusqu'au bout des choses formidables qu'il a portées. Mais effectivement, ils ne sont pas tous Senghor, ils ne sont pas tous Mandela, et ils sont rares à avoir véritablement mis en pratique leurs idéaux. Mais pour ça, peut-être qu'ils ont été très bien formés par la France. Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, j'espère que vous aurez pris plaisir à tout ça. Je vous recommande, en tout cas, si vous voulez des chiffres, parce que cette fois-ci, il y a eu moins de questions sur les chiffres, sur l'OCDE publie des rapports et notamment des fiches pays qui sont assez faciles à trouver sur Internet, qui sont très intéressantes, donc tous les pays de l'OCDE. Donc ça se présente une fiche d'une page et après, il y a des tableaux. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, la France, une page de résumé, c'est pour 2012, donc c'est plutôt actualisé sur les chiffres, puis ensuite des tableaux, l'acquisition et des comparaisons, donc ça c'est très intéressant de pouvoir voir justement entre les États-Unis, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, de voir qu'aussi on compte pas pareil, la France n'inclut pas dans ces chiffres les Européens, parce que depuis le début des années 2000, les Européens n'ayant pas l'obligation d'un titre de séjour, ils ne rentrent plus dans la statistique. Alors qu'en Allemagne, ils continuent à les intégrer, donc ça explique parfois aussi des différences de volume de population. Et puis, donc, le dernier, bon, même si j'aime pas trop le point, mais voilà, le point de la semaine dernière, donc c'était immigration, l'enquête qui dérange. Bon, ça, c'est les titres accrocheurs. Mais du coup, il y a pas mal de références, il y a pas mal de tableaux, et c'est assez intéressant sur les chiffres. Voilà, et je crois que la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé ce que ça coûtait la reconduite. Et donc, il y a un rapport du Sénat de 2009, du coup, que je suis allée rechercher, et
Si on met à peu près tout bout à bout, la reconduite à la frontière, actuellement, ça coûte 415,2 millions d'euros, soit à peu près 21 000 euros par personne reconduite. Alors, si on met dedans la rétention, les frais, le personnel que ça mobilise en gendarmerie, police, etc., le matériel et autres. Alors, forcément, l'État préfère l'aide au retour, hein. Donc, parce que c'est 2 000 euros pour une personne pour qu'elle rentre par ses propres moyens. Donc, c'est quand même beaucoup moins coûteux que les 21 000 euros par personne pour être reconduit à la frontière. Voilà, donc la politique de fermeture, ça a un coût.